Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Comme vous pouvez le voir, nouveau setup et surtout on vous a écouté, on a investi dans des micros, on espère que la qualité de l'audio elle sera au rendez-vous et de toute façon si c'est pas le cas je pense qu'on aura des commentaires. Si l'audio est pas bon, de toute façon on a laissé un micro de champ au cas où. Voilà. On n'a pas d'ingé son. On vous a écouté, on a investi un petit peu, on espère qu'encore une fois que ça augmentera la qualité de l'audio. Comme ça vous entendrez peut-être pas les barres qui tombent dans le fond ou ce genre de choses. Je sais pas si on l'entend sur les micros comme ça. Peut-être un peu moins. Aujourd'hui on va parler de deux choses. On va parler du plaisir à l'entraînement et du surentraînement qui sont quand même deux concepts étroitement liés. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'optimiser, de garder le premier, c'est-à-dire le plaisir à l'entraînement, et d'éviter le deuxième, c'est-à-dire le surentraînement. On verra un petit peu les stratégies que vous pouvez avoir ou qu'on peut avoir pour éviter ça dans notre entraînement perso, ainsi que pour nos athlètes, puisque Louis, par exemple, il a pas mal d'athlètes qui font de la compétition, donc il aura peut-être une approche et des stratégies un petit peu différentes de Marin et moi, qui avons plus des gens qui font quand même du loisir, et peut-être dans notre entraînement, encore une fois, perso. Mais avant, je voudrais vous faire réagir sur quelques sujets d'actualité. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler de la réforme des retraites, hein. C'est des actualités sport, des actualités business. Donc là, vendredi dernier, c'était le dernier WOD des Open, c'était le 23.3. Je voulais juste savoir ce que vous en aviez pensé. Moi j'ai trouvé que c'est un des WOD que j'ai le moins préféré moi. C'est vrai? Ouais, mon préféré c'était celui avec le Max Roster à la fin. Je trouvais que c'était un petit peu long et le fait qu'il y ait beaucoup de barres, etc. Moi je suis pas hyper fan de genre de crossfit. Ok. Ça dépend. Moi, j'aime bien le format du WOD. J'aime bien qu'il y ait du snatch et qu'il y ait du snatch un peu lourd. Après, c'est le format où les gens qui ont un niveau débutant ou même intermédiaire s'amusent pas trop parce que le WOD arrive très vite à sa fin. Et l'effort qui est demandé sur le WOD, du coup, n'est pas du tout le même pour un athlète élite que pour un athlète débutant. Si au bout de 6 minutes, tu as terminé. Le truc que j'ai aimé, c'est même pas les snatchs sur le WOD, moi, c'est les strict HSPU. Parce que, Robin, on en parle assez souvent, les gens ne sont pas assez forts en gym strict. Ils se reposent que sur le keeping ou autre. Surtout la poussée. Et un HSPU, c'est pas dur, quoi. C'est comme un dips. Voire un dips, c'est même plus dur qu'un HSPU pour moi au niveau force. Et que des personnes aient vraiment du mal sur les 20 HSPU alors qu'ils se considèrent comme compétiteurs et bons crossfitters, c'est pour moi une bonne remise en question. Et dire, en fait, tu es peut-être un bon crossfitter quand le WOD, c'est des burpees sit-up. Mais dès qu'on incorpore une notion de force ou une notion de technique, comme on avait pu avoir avec les ring muscle up sur le 23.1, ça change tout sur le crossfit. Et en fait, tu n'es pas bon sur le crossfit, tu es bon sur un type de crossfit qui est l'endurance de force hyper basique et où tu n'as pas de force, tu n'as pas de technique. Pas mal de soucis aussi sur les standards parce qu'il y a eu pas mal de choses de fait aléatoires au niveau des HSPU. Sur les HSPU. Il y a eu le standard, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple cette année. Il a évolué. Il a évolué. Non, mais il a évolué, mais en fait, il y a pas mal de gens qui commentaient sur les réseaux, sur le fait qu'il y en avait qui avaient les mains plus larges que l'écartement normalement habituel, etc. Il y a eu pas mal de trucs de redis, quoi. De toute façon, je pense le vrai souci qu'on aura toujours avec la gym au niveau des standards, c'est que la gym, tu augmentes ou tu diminues la difficulté en modifiant le bras de levier et la position du corps dans l'espace. Et donc, c'est sûr que s'il y a un mec qui est déjà de petite envergure, il peut jouer et encore diminuer le bras de levier. Il va forcément avoir un gros avantage sur les Après, grands. c'est le jeu. Ce mec-là, il faisait 65 kilos. Quand il avait un max thruster à faire, c'était plus compliqué contre une brutasse de 100 kilos. Après, il a l'arraché à faire par la suite, c'est pas la même chose non plus. Moi, je pense que c'est celui que j'ai préféré, tu vois, parce que j'aime, déjà c'est au niveau des mouvements, mais c'est surtout que moi j'aime bien les WOD à chaque fois aux Open, t'en as souvent un comme ça, où tu as une espèce de progression, tu as un premier time cap, un deuxième time cap, et un troisième et un quatrième, et je trouve que c'est trop bien, et puis généralement c'est celui aussi où il y a le ladder au niveau des barres, et donc tu peux un peu, alors là il n'y a pas des très grosses barres en soi. C'est bien pour le spectacle, mais je sais pas si tu l'as coaché, moi je l'ai coaché ici, quand tu as des débutants en fait, si c'est des gens qui sont pas hyper intéressés dans les Open, dans l'aspect compétitif, qui viennent juste pour faire leur WOD, et c'est un WOD de merde leur vendredi, quoi. Ils font un WOD de 6 minutes. Ça dépend. Faut que le warm-up soit super. Pour moi, je trouve qu'on a eu des adhérents qui ont fait ça de manière judicieuse. Par exemple, je pense à Antonin, il se reconnaîtra s'il regarde le podcast, mais qui sait faire des stricts HSPU, mais qui sait très bien qu'avec le volume qu'il y avait, il n'aurait pas été compétitif, il aurait dû s'arrêter au bout de 6 minutes et qui a préféré faire l'adaptation pour justement rester sur un WOD qui fait 9 à 12 minutes. Donc moi, ça dépend après de tes objectifs, hein. Tu peux aussi vouloir te tester sur le RX, mais si tu voulais avoir un WOD plus long, il y avait une solution. Et moi aussi j'ai bien aimé ce WOD. Alors je sais que c'est un mouvement que Louis toi t'aimes pas spécialement, et moi les WOD que j'aime bien pour plusieurs choses. C'est vrai que c'est pas un mouvement très avancé en gym, mais ça met en évidence plusieurs choses. Pour moi c'est
le manque de mobilité en overhead de pas mal de personnes avec un écartement de main resserré type handstand, donc que ce soit en flexion d'épaule ou en thoracique. Ça, c'est vraiment un gros manque que les gens ont. D'ailleurs, tu le vois en haltéro sur tout ce qui est jerk. Hein. Ça, c'est là où les crossfitters, je pense, ils sont plus nuls en haltéro sur les 3. C'est peut-être dû aussi à un manque de pratique, mais il y a ça. Non, c'est la mobilité qui entre en compte. Le manque d'engagement au niveau scapulaire, il faut mettre les épaules en élévation. Et les gens, ils sont relativement passifs quand ils se mettent sur les mains parce que en fait, le squat, il fait 90% du bout. Donc si tu te mets comme ça, tu vas pas tomber sur ton crâne. Non, moi, j'aime pas ça parce que c'est moche et parce que c'est un mouvement qui est vraiment trop scale pour moi pour être mis dans des conditions compétition. C'est vrai, quand tu le fais à haute intensité, ça peut vite devenir dégueulasse. Et enfin, le dernier truc que j'aime bien dans les wall walk, et c'est ça qui fait qu'en fait, justement, ça devient dégueulasse, c'est qu'il faut être capable de générer de la tension en gym et de garder cette tension et de déplacer le corps en même temps. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que les gens, la tension, ils l'ont sur le premier, et puis au bout de 2-3 reps, ils font un peu l'astico. Ils font un peu l'astico, c'est ce qui fait, je pense, que tu trouves ça pas beau. Bon, en tout cas, voilà. Et je sais pas si vous avez regardé l'annoncement quand ils l'ont fait. Non. Toi, tu l'as regardé avec Hugo, c'est ça? Non, je l'ai regardé la semaine dernière avec Hugo, mais j'ai regardé cette semaine, on avait regardé que avec Apolline. Et franchement, le barbell cycling, quand c'est bien fait, quand c'est des gens qui sont. En plus, O'Brien, je sais pas ce que t'en penses dans l'haltéro, O'Brien. C'est sa morpho et ses réceptions, sa mobilité qui font que les passer des heures et des heures à analyser son mouvement. Si, voilà. Ça fait un peu comme Medeiros ou voilà, autre. C'est beau en fait. Le barbell cycling, quand c'est bien fait, franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, c'est fluide et tu sens que c'est une vraie technique, quoi. C'est un autre mouvement. Donc, non, moi j'ai plutôt kiffé. Puis moi, dès qu'il y a des strict HSPU, je kiffe. Et d'ailleurs, Quand est-ce qu'ils mettent des vrais strict HSPU? Tu veux dire des en free ou en... Pareil, le mur c'est le scale. Ouais, après c'est juste que s'ils veulent pour moi déjà commencer à mettre un peu plus de difficulté, il faut qu'ils le fassent wall facing. Et après peut-être les free, mais ça va falloir qu'ils bossent tout ce qui est handstand. Ça éviterait d'avoir tout ce qui est cambrure exagérée, etc. Après la cambrure c'est pas un problème parce que tu vois si t'es bien gainé en arche, ça pose pas de problème d'être cambré. Le problème c'est toujours pareil, c'est que les gens ils ont pas les bonnes postures. Tu vois, c'est comme partir les fesses hautes sur un snatch. Si t'es capable de fixer ton dos, on s'en fiche en fait, tu vois. Et tu disais tout à l'heure, tu trouves les dips, c'est presque plus facile les HSP que les dips. Je suis pas d'accord parce que encore une fois tu as la composante mobilité. Peut-être au niveau de l'amplitude, ça c'est sûr, parce qu'un dips on va censé aller beaucoup plus bas. Par contre on a moins de contraintes en mobilité en dips qu'en HSP. Tu peux un peu moins compenser aussi. C'est le fait que là quand je vois sur les HSP, même sur les cours, il y en a beaucoup qui se cambrent, etc., qui arrivent à ajouter. Moi je le vois là. Alors ça se voit beaucoup plus sur les anneaux. Sur les anneaux, tu vas avoir les gens, tu sais, au lieu de faire une flexion, extension de bras, ils vont faire une extension thoracique et ils vont envoyer leurs jambes derrière. Ils vont se mettre en arche. En fait, c'est exactement le même système ou comme sur un press. Mais c'est vrai qu'en HSP, ça arrive beaucoup plus vite. Ça se voit, c'est plus flagrant. Ça arrive beaucoup plus vite. Ok. Donc ça c'était pour le CrossFit. Deuxième actualité sportive, je sais pas si tu as suivi Marin, mais il y a eu le retour de John Jones en UFC. Si. Voilà. Je sais pas si vous avez regardé il était contre un Français, donc Cyril Gane. J'ai vu surtout tous les zappings et les mèmes du Français qui danse sur du Aya Nakamura sur les phases de préparation et que ça l'a beaucoup desservi. Non, mais alors ça c'est. Non, mais dans le sens, c'est dans. Faut pas se faire avoir. Bashing, ça. Faut pas se faire avoir. En gros, il y a c'est la team. En fait, UFC, chaque fois qu'il y a un combat, ils font ce qu'on appelle des embedded, c'est des espèces de vlogs. Oui. Et c'est des super storytellers. L'UFC de toute façon, c'est des énormes marketeurs, c'est des énormes storytellers. Et en fait, ils te jouent ça, ils te montrent les moments où on gagne, il fait le con, et après ils te montrent le moment où John Jones il est hyper focus pour te faire croire que. Enfin, je n'arrive pas à imaginer que Cyril Gane se soit dit, tu sais quoi, je vais me battre contre le meilleur de tous les temps. C'est facile à dire a posteriori, mais quand on en parlait, nous, entre nous, avant, on s'était dit, il n'y a pas moyen qu'il gagne, Gane. L'autre, c'est le combattant le plus intelligent qui a jamais existé. Il a tout, on a regardé avec Louis ce matin, 2m14 d'envergure. Il fait 2m15 d'envergure. Alors pour te donner une ordre d'idée, c'est la même envergure que Tyson Fury, donc le champion du monde de boxe poids lourd. Sauf que Tyson Fury il fait 2m06 et John Jones il fait 1,93. Et Fury est réputé pour cette envergure. Et Fury est très connu justement pour être un gibon. Donc là, si tu veux, John Jones c'est le genre de gars, il a la même allonge que certains mecs avec leurs bras mais avec son coude. Il y a l'allonge, il y a l'agressivité, il y a l'intelligence du combat. C'est un vicelard. Et on a vu c'est un vicelard. Il a pété les genoux de plein de mecs. C'est Rampage à qui il avait explosé les genoux. Ouais, il y a pas mal de personnes qui étaient pour le français du coup. Parce qu'on est français, c'est. Voilà, mais aussi il y en a pas mal qui disaient que l'autre il était. Il était vieux, etc. aussi. Non, il a 35 ans, l'autre a 33. Ah ouais. Il y a eu le dopage qui a fait que John Jones a terni un petit peu l'image. Il a eu des picogrammes. Ils ont détecté des picogrammes dans son sang. Mais ils n'étaient pas pour rien les picogrammes. Oui. Il dit que lui c'était supplément teinté, mais. Et Cyril Gane, il a été mis en avant et pareil comme il parle du storytelling, vu qu'il n'y a plus Ngannou, ils ont dû
monter un nouveau poids lourd qui pourrait faire une tête d'affiche. Et donc, ils Oui, ont si mis tu veux, un peu sur un Francis Ngannou, piédestal. c'était un peu leur nouvelle star en poids lourd, c'était un de leurs gros assets à l'UFC. Et Francis Ngannou, ayant des désaccords avec l'organisation et qui n'était pas assez payé, il a dit je m'en vais. Et en fait, l'UFC, à chaque fois, ils font ça. À chaque fois, il y a un mec un peu comme ça important qui se barre, il dit bah, tu sais quoi, on n'a pas besoin de toi. Et ils te font une grosse affiche. Ngannou d'ailleurs a félicité John Jones en signant de la part du champion heavyweight. Ouais, mais il reviendra pas. Il reviendra pas, Ngannou, je pense pas. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment. S'il revient, ça fera un combat qui va coûter et rapporter beaucoup John d'argent. Jones, ouais, ces 3-4 dernières années, il a eu que des problèmes. Il a eu 2 ou 3 accidents de la route, dont un avec une femme enceinte. Ouais, ça, je vais- Il a été chopé pour le dopage 2 ou 3 fois, C'était le super cocaïne, vilain, voilà. Il y a un journaliste qui lui demande si c'est un mec gentil qui essaie d'être méchant ou si c'est un mec méchant qui essaie d'être gentil. Il fait je crois que je suis un mec méchant qui essaie d'être gentil. Et après t'as un zapping de tous les accidents qu'il a eu, les trucs avec la drogue et tout quoi. Quand il fume tout le monde en bagnole. Bah après, il a eu un succès fulgurant. T'imagines, à 19 ans, t'es champion du monde du UFC, t'es intouchable. Et voilà, il a pas su. Je pense qu'il avait pas le cadre. T'en as d'autres qui ont pas bien géré non plus. Hein. Non, bah de toute façon, Les Irlandais, McGregor. de toute façon, je pense que au bout d'un moment, en fait, c'est pas sain. Non, j'ai écouté un podcast là-dessus où en gros il disait que c'est Mark Manson, je pense celui qui a fait le bouquin très connu de développement personnel The Subtle Art of Not Giving a Fuck, et en gros il explique que lui aussi il a fait une dépression après quand son bouquin il est sorti parce qu'il a eu un succès fulgurant, il est devenu best-seller en 6 Ils mois. en font un film d'ailleurs. Ouais. Et qu'en gros, pour lui, là, sa théorie, c'est que si ton succès il vient petit à petit, ton cerveau il a le temps d'accommoder, ton esprit a le temps d'accommoder, donc du coup le stress généré il est bien, ça va. Par contre, si tu as un succès fulgurant, tu es obligé un petit peu de. Et après, il y a des choses, même je pense que même si ça se vient au fur et à mesure, tu as des choses qui sont pas saines pour l'esprit. Tu as l'affaire Tiger Woods, c'est le même truc, je sais pas si tu connais l'histoire. Oui, bah, de toute façon, quand tu as un bus de meufs qui t'attend à chaque fin de parcours pour te sauter. Enfin, pour expliquer, le scandale c'était qu'en gros il avait trompé sa femme, je sais pas combien, genre des milliers de fois. Et en gros, lui il expliquait, mais en fait, j'ai 200 meufs à viande de chasse qui viennent me voir tous les jours pour coucher avec moi. Donc, en fait, Je sais pas s'il avait dit ça, mais en tout cas, c'est ce qui devait se passer en réalité, Ouais. dans tous les cas, ça c'est sûr. Pas évident. Bah, c'est sûr que c'est facile pour un mec avec quelqu'un de qui normal. a aucune meuf qui te regarde, dire oh, il est pas fidèle, c'est vraiment. voilà. C'est honteux. c'est une merde. C'est honteux. Et bon, du coup, on passe à la dernière actu. C'est une actu, c'est pas vraiment une actu, mais c'est un sujet sur lequel je vais vous faire réagir. C'est un sujet entrepreneurial. On le voit beaucoup sur les réseaux ces dernières semaines. Il se fait beaucoup critiquer et en même temps, il est très présent de par sa production, sa propre production. C'est Oussama Ammar. Donc les gens ne connaissent peut-être pas dans le milieu du CrossFit, mais Oussama Ammar, c'est un peu le créateur de contenu dans le monde de l'entrepreneuriat. Il est très reconnaissable. C'est un Libanais. Obèse, mais vraiment obèse, je sais pas combien il doit faire. Je pense qu'il doit faire franchement 140 kilos. Non, plus que ça. Plus que ça, tu Le vois. mec, il fait 170 kilos, lui. Voilà, il est vraiment très très gros. Mais il joue là-dessus, hein. Il joue sur cette image de faire le gros dégueulasse, mal Voilà. rasé, les pieds à l'air sur les podcasts, Ah ouais, Avachi, Voilà. avec en Et permanence. en gros, c'est marrant parce que moi, Oussama Ammar, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Il y a longtemps, toi. Il y a longtemps, ouais, je me 5-6 rappelle ans. quand on est. C'est Mehdi qui m'a branché là-dessus, donc Mehdi avec qui on avait lancé le podcast, il m'avait branché, il m'a dit ouais, c'est un Libanais, tu devrais écouter, il est hyper bien en entrepreneuriat. Et c'est vrai que franchement, j'avais pris une claque quoi. Parce que On l'a un peu moins vu quand il y a eu les scandales de The je sais pas Family, si- ouais. de The Family, détournement de fonds ou autre. Et là, avec son nouveau podcast, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Et ça m'a fait marrer parce que là, j'ai eu Redon. Ouais. Alors Redon, il adore l'haltéro, il est très fort en haltéro, mais en entrepreneuriat, c'est pas trop son truc, Redon. Il t'en a parlé? Et c'est lui, Redon, qui est venu montrer, il me dit tu connais ce gars? Ouais, putain, Ah oui. c'est un énorme mytho. Et en fait, ça m'a fait bizarre de me dire Oui. comment on est pu passer de genre le mec qui m'inspire en entrepreneuriat à ce que tout le monde se fout de sa gueule. Et au final, je suis allé réécouter du contenu et pour moi, il est toujours aussi bon. C'est juste qu'il a changé de stratégie et il veut toucher un public qui Plus est large. plus jeune. Et donc, du coup, Non, pour mais moi, il a compris. Celui qui a pété Internet l'an dernier, il y a 2 ans, c'est Andrew C'est Tate. Ouais. Et Andrew Tate, il a pété Internet pas par le contenu qu'il postait sur les En podcasts faisant ou sur le les buzz, en autres. étant, C'est clivant, en ayant des gens qui relaient certains de ses dires et en ayant des dizaines de milliers de chaînes YouTube qui balançaient des shorts ou Ouais, des du- réels du- Instagram ou du des bad oui, buzz. c'est le Andrew Tate modèle quoi. du bad buzz. et du bad buzz. Ouais. Et lui, il a compris avec son storytelling ou autre, en jouant Serge le Mytho, parce que c'est du second degré. Il le dit lui-même qu'il est bon en storytelling. Son objectif, c'est d'essayer justement de susciter les commentaires ou autres. Et tous les commentaires en disant il a mangé le micro, il a mangé le podcasteur ou n'importe quoi, ça fait du référencement de l'algorithme et on le voit partout grâce à ça. Voilà, du Et coup, ils c'est un mec qu'on voit beaucoup sur les réseaux, si vous êtes sur TikTok, où c'est un mec, en gros, il raconte des histoires un peu farfelues, etc. Il est très gros. Et il passe pour un énorme tocard, et c'est trop marrant, alors que le mec, il a quand même dans sa carrière, il a levé 1,5 milliard, tu vois. C'est pas.
En tout, avec toutes les boîtes qu'il a fait, il a géré, enfin, il a été investisseur dans plus de 200 Oui, boîtes. oui. Genre, c'est Il vraiment pas, c'est vraiment pas un newbie, quoi. C'est pas un Gus, quoi. Mais là, il passe vraiment pour un gogol et ça me fait. Ouais, parce qu'en fait, les gens qui ne le connaissent pas d'avant et qui connaissent pas son parcours, en fait, s'arrêtent uniquement sur en fait, le bad buzz. C'est un peu comme Andrew Tate. Tous les gens qui parlaient de lui, c'était à chaque fois, ouais, le gros macho, etc. Alors que c'est un mec qui a, je sais pas combien de sociétés. Et c'est un ancien combattant de haut niveau, quoi. Donc les gens, ils s'arrêtent à ce qu'il. C'est sûr que pour l'un comme pour l'autre, ce qui a fait le plus de bruit, c'est plus le côté négatif que le côté positif. Mais l'un comme l'autre, ils en ont retiré beaucoup de visibilité et d'argent. Bah, je trouve que. D'ailleurs, Marin est mélanchoniste. Et c'est un rôle qu'il joue pour vendre des t-shirts et compagnie. C'est pareil. Bah, surtout qu'il ressortait un scandale où il est accusé d'avoir détourné 3 millions d'euros dans son ancienne boîte, Oussama Hamar. C'est pour ça qu'on le voyait plus, hein, je pense. Bah ouais, il a passé 1 ou 2 ans dans le trou, il a pris 20 kilos de plus. Je sais pas. Ce qui était compliqué quand même, challengeant. Ouais, voilà. Et voilà, donc okay. Bah, je pensais que vous alliez être un peu plus. Je sais pas, que vous alliez moins être en accord avec sa stratégie, mais. Non, mais moi je comprends tout à fait qu'il fasse comme ça. Je dis pas que c'est une stratégie qui est facile à faire, parce que je pense que tu as pas mal de retombées négatives où tu dois aussi gérer être un solide, peu. Derrière, parce que tu te fais bâcher à fond. Je pense que lui, s'il prête un peu attention à ce qui se dit sur la masse, sur les réseaux, etc., c'est pas forcément non plus facile à gérer. On traite de baleine et de mytho en permanence. Après, je pense qu'il a vraiment le tempérament pour l'encaisser. Hein, oui, mais t'as beaucoup. Là, t'as beaucoup de parodies aussi de lui. Hein. T'as pas mal de mecs qui font des faux podcasts. Mais tu vois, c'est exactement l'effet en beauté. C'est ce que je dis. Chaque parodie, c'est de la com gratuite. C'est comme si t'as des mecs qui venaient tous les jours à PowerCamp en venant filmer la salle en disant tiens, j'aime pas ce coach-là dans la salle. Et on monte le truc, sauf qu'à sur chaque vidéo, on voit ce coach qui est peut-être détestable, mais par contre, t'as tout le matos, tu vois les athlètes qui s'entraînent, tu vois l'ambiance et trucs, et en fait, t'as une pub indirecte qui est réalisée par cette personne qui, sur le coup, essayait de tailler. Bah, de toute façon, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub. Hein. Ouais. T'as juste de la pub. Quoi. Regarde, moi, il y a 5 ans, j'avais jamais eu de message méchant sur YouTube, sur Internet ou autre. T'as des messages méchants, lui ? Ah oui, j'en ai plein. Non, mais à chaque podcast, ça peut arriver, ou chaque vidéo, qu'il y a un mec qui débarque et qui nous taille ou autre. On n'a jamais vu. J'ai 0 développement de deltoïde. Ah oui, ça, je me rappelle de ça. Romain n'a aucune musculature. Moi, je coupe la parole à Marin. Moi, je m'étais fait tailler sur quoi ? Moi, je m'étais fait tailler aussi. Ouais, oui, Baptiste Marché, c'était quoi que j'avais Wish. Non, genre. C'était plus drôle que ça. C'était plus drôle. De Lidl ou de La version bio de Baptiste Marché. Ok. Et ça fait une longue intro, c'est bien. Ouais, on va repasser sur le sujet principal. Le plaisir à l'entraînement. Ouais, le plaisir à l'entraînement. Donc, je voulais savoir un petit peu, vous, c'est quoi pour vous la notion de plaisir à l'entraînement d'un point de vue personnel, c'est-à-dire comment vous gérez le plaisir à l'entraînement, parce que ça fait quand même un paquet d'années qu'on s'entraîne, et savoir si pour vous c'était important déjà, ou si en fait pour vous c'est comme un peu se brosser les dents, on s'entraîne parce qu'il faut s'entraîner, voilà, c'est plus une routine, c'est plus une part de votre identité, plus que quelque chose que vous attendez avec impatience à chaque fois que vous vous levez le matin. Mais quand tu as introduit le sujet, déjà, tu as dit que c'était pas pareil, par exemple, pour mes athlètes ou pour certains que tu peux avoir. Et je pense que c'est la clé. Quand Robin fait des podcasts, il y a toujours une partie des séminaires, il y a toujours des parties théoriques. Et il parle justement des 3 sphères dans l'entraînement, que sont la performance, la santé et le loisir. Et que pour chaque personne, ça va être un petit peu différent. On met le curseur à un endroit différent et c'est très, très compliqué d'avoir les 3 en même temps. Et c'est vrai que quand j'ai des personnes en haltéro qui viennent, qui ont pour objectif de faire des minima internationaux ou autres en haltéro, pour réussir à claquer ces minima, il faut faire l'impasse sur une partie du ludique, il faut faire l'impasse sur une partie de la santé, on se fait mal en partie, pour justement être plus dans la performance. À l'inverse, quelqu'un qui veut vraiment s'entraîner que sur du ludique, il devra faire l'impasse en partie sur la performance et l'impasse sur la santé. Donc ça va dépendre des objectifs des gens et ça va dépendre aussi de la vie des gens et de leur durée de vie. Par exemple, toi qui as 32 ans maintenant, qui t'es blessé, trois grosses blessures ces 2 dernières années, et ben la course vers la performance, même si tu as toujours envie d'être performant, elle te rattrape un petit peu parce que tu as l'aspect santé qui va prendre le dessus, en te disant en fait, j'ai pas envie de me lancer 6 mois dans une prog de fou et de me refaire mal et de me rebloquer, en fait, il n'y aura plus de performance. Ou alors, le côté ludique, comme tu es en train de découvrir avec l'haltéro, en redécouvrant une discipline et en prenant du plaisir autrement que par la performance. En fait, tu as le côté performance, pour moi quand même, c'est juste qu'en fait, il a une échelle qui est plus accessible. C'est pour resituer un petit peu. Oui, mais plus progression que justement, performance. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus performance pareil. Parce que performance relative à ta personne, pas relative à la compétition. Tu as la notion de progression, mais aller chercher un arraché à 110 kg comme tu vas faire dans les prochains mois, c'est pas une performance. C'est pas une performance qui est équivalente à aller chercher 280 squats comme tu aurais fait. Donc tu es moins sur la performance et ta solution pour être moins sur la performance, c'est pas de te dire en fait je veux me stabiliser sur un petit squat pour moi à 200 kg en permanence. C'est je vais aller chercher sur la performance sur un truc où c'est difficile pour moi. Et du coup, sans mettre
trop de côté la santé et le loisir, je vais pouvoir aller là-dessus. Après, si tu veux monter à 140 à l'arraché, il va falloir faire une nouvelle croix. Ce sera la même logique. Pour resituer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi sur les autres réseaux respectifs, mais en gros, j'en parlais aussi avec Redon. J'explique un petit peu. Oui, vas-y. Ça fait, je crois, 10-11 ans maintenant que je fais de la force, quasiment. Quand je dis je fais de la force, c'est pas forcément dans le prisme force athlétique actuel, surtout en France. Tu vas à la salle pour développer ta force. Et en gros, comme Louis a dit, avec les dernières blessures des dernières années, et puis aussi le niveau augmentant, automatiquement c'est un peu plus contraignant et difficile d'obtenir des performances, parce qu'avant, quand tu voulais faire un max, par exemple je me connais sur le squat, ça pouvait te prendre 6 mois de préparation. Tu fais 180 squats et tu te dis dans 2 mois je peux peut-être essayer de claquer 190. Là par contre tu fais... Et au bout d'un moment, quand tu arrives à 250, 260, 270, la dernière que j'avais faite, tu vois bien qu'en fait... je me prépare 8 mois pour 5 kilos. Voilà, c'est 8 mois, 1 an pour 5 kilos, et en plus c'est 8 mois, 1 an, déjà pas drôle, quand tu parlais du côté ludique, où ça va être des entraînements qui sont assez monotones et qui sont pas très sympas. Et durs. Et puis en plus, à côté de ça, le risque de santé, il est vraiment décuplé, quoi. Donc le problème, c'est que je me suis dit, est-ce que le plaisir que je peux encore avoir à aller chercher quelques kilos, etc., où je vais être content au final qu'un laps de temps dans l'année, est-ce que ça en vaut, entre guillemets, le sacrifice derrière entre le côté ludique et le côté santé? Moi, au bout d'un moment, je me suis dit là actuellement non, et puis j'étais quand même personnellement satisfait de ce que j'avais déjà fait. Donc je m'étais dit, en parlant avec Redon, puisque Redon a à peu près le même, on va dire, prisme, mais côté haltéro, lui me disait, moi pour faire des grosses barres, au niveau que j'ai actuellement, c'est des sacrifices, des blessures à répétition, etc. Donc c'est très très dur mentalement de rester dans la performance. Donc, moi, après, je dis, la différence avec Redon, c'est que lui, c'est son métier, il est athlète de haut niveau, il gagne sa vie avec ça, il peut faire potentiellement des médailles autres. Toi, ça t'apporte une légitimité au niveau de tes programmes autres. Et justement, tu t'es rendu compte que... C'est pas 10 kilos en plus, tu tes ventes de 15%. Dans la tête du crossfitter ou même de l'haltérophile lambda, entre 230 au squat et 270 kilos au squat, il n'y a quasiment aucune différence. Ils disent c'est un mec qui a un gros squat. Alors qu'en fait, entre 230 et 270 kilos au squat, c'est la même différence qu'entre 80 au squat et 230 au squat. Et la personne ne va pas se rendre compte de la différence. Donc si tu redescends en squat, que tu te stabilises sur une barre à 2,30, 2,40, tu auras toujours la même légitimité. Et tu n'auras pas les aspects négatifs qui font que pour pousser... De toute façon, c'est le business de l'optimisation dans l'entraînement. Robin, c'est pareil, s'il veut faire l'équilibre 1-1, c'est de l'optimisation, c'est gratter chaque truc sur la récup, sur la diète, sur les étirements, sur sa routine d'échauffement. Et à un moment, en fait, l'optimisation, t'en peux plus parce que quand tu as tout optimisé, c'est chaque détail compte et ta vie, ça devient une routine qui est trop chiante. Et moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, Louis. Tu as dit qu'il fallait laisser le plaisir de côté pour la performance. Est-ce que les athlètes qui performent le plus, c'est pas ceux qui arrivent à trouver du plaisir dans tout ce qu'ils font? C'est-à-dire que... Je pense pas. Voilà, tu penses pas? Pour avoir fréquenté les mecs en Géorgie, les mecs en Ouzbékistan ou même les athlètes de haut niveau en France comme Redon ou Benjamin, les périodes en tout cas, ou même Klokov quand on en a parlé, les périodes où ils sont allés chercher à se dépasser, à se faire mal et à aller chercher les meilleures performances, c'est les périodes qu'ils n'aimaient pas à l'entraînement. Okay. Parce que justement, s'ils étaient un peu plus sur le ludique ou alors de s'écouter pour pas se faire mal, il y en a un à côté qui aurait fait, qui serait pas écouté, qui serait allé un petit peu plus loin ou autre, et sur l'échéance de max, il aurait Je pense que ça fait partie de la performance aussi. Est-ce que tu penses que c'est lié justement au fait que ce soit lié au sport, parce que du coup il y a un aspect physiologique et que pour performer, tu es obligé de dépasser le seuil, on va dire, où tu es en bonne santé, et donc forcément dès que tu dépasses ce seuil, il y a des répercussions physiologiques qui fait que tu te sens pas bien. Mais du coup, est-ce que ça pourrait marcher autrement? Je sais pas, dans le milieu du business, par exemple. Je pense pas. Je sais qu'il y en a qui disent en business, si t'aimes par exemple un domaine, tu vas être meilleur que les autres. Oui, tu vas être meilleur, mais il y aura toujours quand même un moment où si tu commences à bosser 15 heures par jour avec du stress ou autre, même si t'aimes, ça va être difficile, tu vas accumuler du stress, tu vas sans doute diminuer ton espérance de vie, ton sommeil sera moins récupérateur, tu vas développer des maladies, des merdes à cause du stress. Après, c'est la phrase classique, pain of regret et pain of discipline. Tu as certaines personnes qui vont se sentir tellement mal de ne pas faire, d'être feignant ou de remettre au lendemain, de procrastiner ou de ne pas se sentir productif, que peut-être que pour eux c'est mieux. Moi personnellement, un dimanche après-midi, si je bosse pendant 1h30 sur les progs, c'est chiant de m'y mettre, mais si j'ai fait 1h30 de prog, à la fin de l'heure et demie, je me sens beaucoup mieux que si j'ai fait 1h30 de Netflix ou de Call of Duty. Alors que sur le coup... Oui, parce que tu retardes la gratification, je sais pas comment dire, delay gratification, ça me venait en anglais, ça me venait pas en français. C'est compliqué pendant que tu t'y mets, mais après, c'est une sensation de plénitude. Tu dis, j'ai bossé, et après, pareil, si tu bosses 8 heures dans la journée, le soir, quand
tu manges ton repas et que si c'était allé dans la forêt, t'as tué ton cerf, tu l'as bouffé ou autre, c'est mieux que de manger à McDo. Ouais, mais je trouve que justement, t'apprends à aimer la douleur. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus dans le. T'as pas le même. C'est ça que je veux dire. Oui, mais elle est toujours nocive quand même à côté. Moi, je pense Je suis pas sûr qu'un mec comme Elon Musk, il adore ce qu'il fait, c'est sûr, mais je suis pas sûr que sa vie, au niveau santé en tout cas, et au niveau santé mentale, il soit aussi bien qu'un mec. C'est vrai que là, on prend un cas vraiment extrême, mais je parle vraiment pour. Non, mais tu prends un patron d'entreprise qui a 200 salariés et qui fait que bosser pour sa boîte. Il le ferait pas s'il aimait pas ce qu'il faisait. Mais c'est pas sûr que. Ça joue toujours une difficulté, mais je pense que tu t'habitues. Des gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de se faire mal à l'entraînement, au fur et à mesure, je vois par exemple Toko, il se fait mal à l'entraînement. Quand je dis il se fait mal, c'est pas il se blesse, mais tu vois qu'il y a des si. Bah, oui, mais il se blesse, etc. Donc pareil, Louis ou moi ou toi, il y a des phases d'entraînement où t'en chies, c'est pas drôle, tu forces, c'est hard. Mais par contre, je pense que tu développes au fur et à mesure du confort dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours quelque chose qui reste difficile, toujours quelque chose qui n'est pas agréable. Ça va être la marque de mon petit frère, ça, embrasser l'inconfort. Non, mais comme les bains froids, comme. Mais c'est pour ça que justement, c'était ça, en fait, ma question, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, les gens qui excellent, c'est pas ceux qui apprennent à aimer ça en tout cas. Mais aimer, c'est pas aimer comme t'aimes regarder. Oui, genre c'est agréable. Pas comme t'aimes regarder, je sais pas. Moi, je pense pas qu'ils s'aiment. Moi, je pense que ça fluctue. Je pense qu'il y a des séances que j'ai déjà faites en squat où genre tu sais, t'en chies, tu remontes, t'as du sang dans la bouche et tout, et t'as la tête qui tourne, et t'es content parce que du coup t'as le côté un peu j'en ai chié, j'ai réussi, et puis je me suis donné, et puis c'est agréable aussi de taper à fond dans les limites. Mais je pense que ce truc-là, tu peux pas l'avoir tout le temps, parce que tu vas l'avoir la semaine 1, la semaine 2, quand tu vas être un peu d'un niveau nerveux, et qu'il va falloir aller remettre une séance pareille, là tu vas souffrir, tu vas prendre cher, tu vois. Je pense que tu peux avoir du plaisir dans, comme tu dis, la souffrance, performance, etc. Par contre, je pense pas que ce soit quelque chose de. Pour moi, c'est pas pour l'immédiat. C'est le plaisir que tu prends, c'est pour le résultat que tu vas avoir par la suite. Parce que oui, je sais pas si vous avez déjà vu des études aux États-Unis qui ont été menées sur les champions et leur mindset. La plupart des personnes au niveau chimique, endorphine, dopamine, c'est pas quand ils gagnent qu'ils vont avoir les plus gros shoots. Non, c'est quand c'est la peur de perdre plus qui les stimule que le fait de gagner. En fait, ils aiment pas gagner, ils détestent perdre. Et là, c'est à peu près pareil, en fait. C'est que certaines personnes sont un peu névrosées de l'entraînement, comme a dit notre ami Guillou. Et tu as des personnes à l'entraînement qui, dans la vie comme ça, en fait, si jamais ils ne font pas l'entraînement haut, ils vont se sentir tellement mal qu'ils ont besoin de travailler, que ce soit au niveau business ou de travailler dans la salle de sport ou autre, pour pas complexer, en fait, pour pas avoir de... Je crois que j'avais vu avec aussi Huberman que c'est vraiment juste avant d'atteindre ton objectif. Genre si tu grimpes une montagne, apparemment le moment où tu as le plus de... Les 10 secondes avant. C'est les 10 secondes avant, oui, et après tu as un énorme drop apparemment. Une fois que c'est acquis. Ouais, une fois que c'est acquis. Ça, tu l'as dans tout. Hein. Tu regardes même dans les process d'achat, etc., de consommation, les gens qui sont tout le temps dans le process d'achat, tout ça, tu as un effet dopamine sur la phase de 2 jours ou même 1 heure avant d'acheter par exemple le dernier iPhone pour la majorité des gens. Et dès qu'ils l'ont, ils font attention à mort pendant une semaine, et après ils s'en foutent. Et derrière, tu recrées un nouveau goal où tu recrées après le processus de dopamine. Donc tu as ça aussi dans d'autres fonctionnements. En tout cas, parce que je vous ai posé la question, parce que moi, pas forcément que à l'entraînement, d'ailleurs dans ma vie en général, j'essaie de me dire comment est-ce que je peux faire en sorte d'apprécier plus la chose, parce que je sais que moi je fonctionne comme ça. Alors après c'est vraiment perso, mais je sais par exemple pour parler entrepreneuriat, je sais qu'au début j'ai eu du mal à m'y mettre, parce que j'aimais pas ça. Et maintenant que j'aime bien, là, on rigolait tout à l'heure, j'ai pris un Excel type pour faire un rétro-planning. Tu m'aurais parlé de faire un rétro-planning il y a 5 ans, j'aurais vomi, je pense, devant toi. Et maintenant, en fait, je suis presque content, ça m'amuse. Et par contre, je sais que le rétro-planning, je ne le fais pas pour m'amuser, je le fais parce que j'ai un objectif et que je veux planifier une tâche sur plusieurs semaines pour arriver à échéance. Mais voilà, j'ai remarqué, à chaque fois, je me dis, est-ce que, pareil, pour chaque mouvement que je n'aimais pas travailler, par exemple, les ring muscle-up, je détestais ça au début. Et une fois que j'arrivais un peu bien à les faire, bah, j'adore les faire. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est une fois qu'on devient bon qu'on aime bien faire un truc. Donc, en fait, pour moi, la phase qu'on n'aime pas, c'est juste le début. En fait, c'est vraiment le début. C'est dur de s'y mettre. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une époque, je détestais faire des squats. Je n'aimais pas, moi je faisais du soulevé de terre tout le temps. Ça commence à dater, donc là, tu vois, j'avais complètement oublié. Ouais, je me rappelle à l'époque je vais le forcer à faire des squats. À Lille, etc. Je détestais de faire les squats, je faisais tout le temps du terre. Parce que tu étais fort en terre et en squat. Voilà, exactement. Et en fait, quand il y avait Marc Vouillot qui est venu et qui m'a dit on va refaire tout à zéro, etc., et que j'ai commencé à être bon en squat, bah, je me suis dit en fait, le terre c'est de la merde, j'aime bien le squat, quoi.
Donc ouais, pour moi c'est plus essayer de dépasser, c'est un peu cette première étape. Par contre je suis d'accord avec vous que dans le cadre d'un sport, surtout un sport aussi austère que l'haltéro, il y a un bout d'un moment, et surtout pour performer, parce qu'il y a un aspect quand même si c'est pas une science dure, le sport, on sait plus ou moins quelle méthode il faudrait utiliser pour arriver à nos fins. Surtout l'haltéro, c'est le sport qui a été le plus étudié au niveau méthodo. Tu tombes dans quelque chose où physiologiquement t'es pas au top et moralement t'es pas au top. De toute façon, dans les sports comme ça, quand tu vois quel pays performe, ça te donne un axe. C'est vrai que tu sais au niveau de la prise de plaisir ce que ça donne. De toute façon, c'est vraiment un podcast qui m'a beaucoup marqué, le podcast qu'on a fait avec Lokov, où vraiment tu sens qu'il y a la mentalité russe par rapport au sport et au plaisir qui est complètement différente de la nôtre, où nous, il y a toujours en fait, nous c'est quelque part, c'est un peu un échec si on se rend compte que l'athlète de haut niveau français, il aime pas s'entraîner. C'est pour nous, ça, je pense, le public français, il va se dire ah ben non mais je comprends pas, normalement il est censé être passionné, tu te rends compte il a tellement fait ça qu'il s'en est dégoûté, alors que je pense dans les pays de l'Est c'est plus de toute façon t'es pas là pour apprécier dès le début, c'est pas le but. Non c'est bon, c'est ça qui est coupé. Ok, ça a coupé. Tu peux la brancher si tu veux. Il y avait écrit 4 heures d'autonomie. Low batterie. Il n'y a plus de lumière, tant pis. Voilà, tant pis. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Et t'as direct, dès le début, il pense pas au plaisir, il pense directement à la performance. Et je pense que ça fait peut-être moins de frustration au final. Après, on parle souvent de la vie après le sport. Dans ces pays-là, ils arrêtent le sport très souvent. En France, ça arrive plus souvent que les mecs continuent après leur carrière, justement, parce qu'ils n'ont peut-être pas été aussi dégoûtés. Ils sont pas flingués autant aussi. Les mecs qu'on a vus. Après, en haltéro, c'est pas vrai. C'est vrai qu'en haltéro, en France aussi, très souvent après leur carrière, les gens arrêtent. Les gens qu'on retrouve en master en France en haltéro sont souvent des gens qui n'ont pas fait d'haltéro avant. Mais après, t'as pas les mêmes enjeux, je trouve. C'est que pour certains sports, notamment pour l'haltéro, tu vois, dans certains pays, quand tu performes en tant qu'haltérophile, t'as pas du tout le même appui de l'État qu'en France. Géorgie, on en parlait hier, c'est quasiment 100 000 € si tu fais les 3 médailles aux Europes. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, t'es une star, etc. Et puis t'es reconnu pendant longtemps. Et puis je pense que t'es une star en Géorgie, mais 100 000 €, c'est mieux que 50 000 € pour la médaille d'or. Ah non, mais c'est 100 000 € en Géorgie. En Géorgie, 15 000 €, tu peux acheter un appart qui est pas mal. D'accord. C'est vrai que j'ai pas pensé à 100 000 €, tu peux acheter un appart dans une tour à Batumi ou Tbilissi, dans une tour, un hôtel qui ressemblerait à un appart que tu as à Dubaï. Où dans ta tour, tu as ton centre commercial, tu as ta piscine, tu as ton spa, tu as ton casino, tes trucs. T'as pas du tout la même reconnaissance d'État, quoi. Donc, c'est pas non plus aussi, tu sais, quand tu dis que dans les pays de l'Est, etc., ils se butent plus. Tu vois, j'ai pas annoncé que le ministère des Sports, il voulait balancer des millions d'euros pour l'Ukraine ou un truc comme ça, plutôt que de financer nos athlètes. Ouais. Il y a une aide qui va être octroyée, si je sais pas de conneries, pour aider les sportifs ukrainiens à participer aux Jeux Olympiques, etc. Alors que les infrastructures de pas mal d'activités sportives, ça date des années 80-90 en France. Ouais, au-delà des infrastructures, c'est comment sont payés les athlètes. C'est un beau geste en soi, mais c'est vrai que ça peut amener à certaines interrogations par rapport à l'investissement de la Fédération française de sport par rapport aux infrastructures. Ça, c'est sûr que tu peux pour moi, il y a la logique. Sans rentrer dans les détails. Sans l'aspect politique, je trouve ça quand même toujours aberrant d'aider ailleurs quand tu vois les autres avant les nôtres. Oui, surtout si les nôtres sont en difficulté. Si le sport prospérait en France, les athlètes de haut niveau, peu importe les sports prospéraient, pourquoi pas aider ailleurs? Mais quand tu vois que la plupart des athlètes vivent. Mais les derniers JO, en plus, pas footballeur. Ça avait été remarqué par Macron qui disait justement qu'il était très déçu des performances des Français, etc. En termes de médailles, il n'y avait pas assez de médailles rapportées. Tu regardes l'investissement qui est fait pour développer le sport en France, il n'y a quasiment rien. Heureusement, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, sur le fait que en France, le sport, c'est principalement associatif. C'est des fédérations. Mais heureusement qu'il y a le privé, tu vois, parce que s'il n'y avait pas de privé ou comme de l'argent en CrossFit, etc., ça se développerait pas. Qu'est-ce qui marche? On en a parlé là. On avait l'Assemblée Générale de la Ligue Haltéro et les personnes qui étaient là sont des personnes qui sont dans l'haltéro depuis très longtemps. Et ils parlaient de comment concurrencer le CrossFit en haltéro. Et ils n'avaient aucune conception de ce qui se faisait dans le CrossFit. On parlait des championnats de France de musculation, de combien d'argent pouvait être débloqué pour des podiums ou autres pour essayer de rendre le truc. Et je leur ai sorti les chiffres, par exemple, d'une compète comme les BodyFit. C'est pas les French. Je leur ai dit le nombre d'inscrits, je leur ai dit le prix de l'inscription, je leur ai dit où ça se passait, le nombre d'organisateurs, le nombre de bénévoles, je leur ai mis entrer des images, ils étaient sur le cul. Pour eux, c'était Super Bowl. Ils ont dit, mais c'est pas. Ils ont dit, mais félicitations s'ils regardent le podcast à André pour son organisation. Moi, j'ai participé en tant qu'intervenant. Ce que j'ai dit, c'est que. Franchement, ça avait de la gueule. Et il y en a quelques-uns qui ont dit ouais, mais c'est de la merde, ça coûte 110 €, 90 € pour s'inscrire. Mais non, mais ils sont tous inscrits. C'est que c'est ce qui permet d'avoir des cash prize comme ça, d'avoir un show comme ça. Et c'est ce qui fait. Regarde, on est aux États-Unis avec le bon prix, c'est le prix où les gens achètent.
Oui, mais c'est parce que c'est cher qu'il y a du spectacle. En fait, les gens vont se plaindre parce qu'ils peuvent, ça coûte 5 euros pour aller voir une compète d'haltéro. Et parce que c'est 3 euros ton sandwich ça, avec au camembert. Marc Vieux aussi, il le disait à une époque, je sais pas si tu te rappelles, et on en avait parlé. Il disait que lui, quand il faisait de la force ou quand il avait fait des compètes de force aux US, etc., toutes les compètes de force étaient payantes. Et que c'était aussi le fait que ce soit payant qui faisait que les gens en fait étaient curieux d'aller voir le show, etc. Et qu'à partir du moment où c'est devenu gratos pour tout le monde, les gens s'en sont désintéressés un petit peu. C'est la kermesse, ouais. C'était plus la kermesse, et comme c'était plus payant, il y avait moins d'argent dedans, moins d'argent, moins de développement, moins d'infrastructure, la FF-Force, ces dernières années, il faut leur reconnaître qu'ils ont ils ont réussi à débloquer plus d'argent sur les subventions ou autres. Ils ont des partenariats avec des marques. C'est la marque Silent Worker, ils ont signé un partenariat avec la FF-Force. Et du coup, ça fait que ça devient plus pro, justement. C'est plus que de l'associatif. Et du coup, la Force réussit à faire ce que l'haltéro n'arrive pas à faire. Ou l'haltéro, le seul spectacle que tu peux avoir en haltéro, c'est les championnats de France qui sont toujours bien. Par contre, les compètes régionales, départementales, c'est du bénévolat. Donc, il faut féliciter les gens qui le font, parce que tu as vu le nombre de personnes qui s'impliquent, les clubs. Mais par contre, c'est pas Super Bowl. C'est pas Clément qui parlait d'une compète d'haltéro hier avec toi, où il disait la Bundesliga en Allemagne. Le soir, c'est ça? Celle de Redon. Redon nous a parlé d'une compète où en fait les gens ils viennent tirer. En fait, la compète c'est le soir. Et en fait, tous les spectateurs, en fait, si tu veux, ils picolent, t'as des trucs, t'as un show en fait d'haltéro. C'est Redon, oui. Redon, il tire à Neuilly en France et il a un club aussi en Allemagne. Ouais. Et dans le championnat allemand, c'est beaucoup plus spectaculaire. T'as c'est guichets fermés à chaque fois, c'est dans des grands gymnases. T'as du son et lumière, c'est comme de nuit, donc t'as vraiment ton estrade, ton truc. Comme au championnat de France, un peu. Les championnats de France, ça va ressembler à ça, sauf que ça, c'est chaque tour par équipe qui est mis en place comme ça. Je crois que c'est cool que ce soit le soir, un peu en mode show, etc. Ce qui permet ça, c'est que c'est 25 € l'entrée ou autre, qu'il y a la buvette où tout le monde dépense ou autre. Nous, on a fait des compétitions ici, on les fait à perte, les compètes. Oui. Parce que on a plus cher en PQ pour les athlètes. On a plus de PQ à la fin, on vend sans rire sur une journée entière de compète, on va vendre pour 17,50 € à l'accueil. Ouais. Et les gens vont se plaindre parce que la bouteille d'eau est payante à 1 €. De toute façon, ça, c'est, je sais pas si c'est un cas que vous aviez étudié quand on était en école de commerce, mais tu as le cas Disneyland où en gros ils ont copié le modèle américain et ils ont voulu le mettre en France. Et au début, c'était pas profitable parce que le modèle Disneyland, c'est qu'en gros tu payes ton entrée, et surtout là où le parc est profitable, ça va être avec toutes les achats de boissons, de souvenirs, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que les Français, ils arrivent et ils ont fait leur gamelle. Donc après, pour le coup, je juge pas une pratique. C'est le capitalisme, hein, c'est que nous on est en train de dire c'est l'argent appelle l'argent, c'est sûr que... Mais après, tu as la phrase aussi qui revient beaucoup dans le sport en France, parce que les gens ils sont habitués justement au domaine associatif, beaucoup. C'est pas gratuit. C'est que nous, moi je te rappelle, je t'en ai déjà parlé aussi à Louis, on a déjà eu des réflexions du genre oui, mais là le prix que vous faites, c'est pas terrible parce qu'en fait le sport faut que ce soit accessible à tous. Bah en fait c'est accessible à tous. Tu vas à Decathlon, tu prends une paire de pompes, tu vas courir. Je suis pas communiste. Non mais en fait tu vois. Non mais je suis pas communiste et si jamais je veux fournir un service, une prestation et du matériel qui est mieux que le voisin, bah, ça sera plus cher. Non mais surtout qu'en plus moi je suis pas l'État en fait, c'est à l'État de s'occuper de ça. Moi j'ai jamais compris les personnes qui veulent acheter un truc et qui disent ah c'est trop cher. Mais moi, si je vais pas aller chez Rolex et dire putain, elle est trop chère votre montre. Bah non, elle est pas trop chère, elle est trop chère pour toi. Tu vas t'acheter une Festina. Tu vas pas chez Porsche en disant bon, vous pouvez me faire un effort sur le prix parce que j'ai vu que les Mégane en face. Non, mais sans dire que PowerCom c'est Porsche ou Rolex, mais de dire qu'en fait, si tu trouves que quelque chose est trop cher, c'est juste que c'est pas pour toi. De toute façon, moi c'est ma. Je t'ai montré le message pour le séminaire avec Toko. Oui, complètement. Oui. Enfin, un séminaire avec Toko sur 2 jours. On a les gens vont être coachés pendant 8 heures de suite sur du matos comme il y a ici. On paye la location de la salle parce qu'on s'est mis d'accord ensemble. Vu qu'on a fait chacun de nos séminaires, ça nous rapporte personnellement. On paye une rétribution à la salle quand on fait le truc. Et nous, on donne la moitié à l'État après, aussi. Oui, après, tu as l'État. Et en fait, sur les 8 heures de coaching qui sont faites par Toko et par moi, et pour l'organisation, pour le fait que nos adhérents ne vont pas pouvoir accéder au plateau pendant tout le week-end ou autre, et bah, tu te rends compte que si tu fais le calcul, c'est pas si cher payé. Et si quelqu'un dit c'est trop cher votre truc, c'est dommage. Bah, désolé, ça revient à 20 € de l'heure le coaching. Désolé, c'est trop cher pour toi. Oui, ça revient quasiment à 20 € de l'heure le coaching. Moi, c'est vraiment sur les 4-5 derniers mois, je pense le sujet sur lequel j'ai le plus évolué, c'est le pricing. Et on va pas en reparler, mais en gros, un prix élevé, un high ticket comme on dit, ça a un impact psychologique non seulement sur toi, parce que tu as une meilleure perception de ton propre produit, tu as envie aussi de mieux délivrer ce que tu fais, ça a un impact sur la personne qui achète, parce que encore une fois, les abonnements de salle de sport à 30 €, ben, en fait les gens n'y vont pas parce que c'est que 30 €, ça fait pas mal au portefeuille. Alors que quand tu payes 120 € parce que ton abonnement en salle de CrossFit,
Là, tout de suite, tu viens. Et comme tu viens, tu as des résultats. Et comme tu as des résultats, tu es content. Et donc, du coup, en fait, c'est un cercle Tu peux même aller vertueux. plus loin, c'est que tu as des trucs qui sont très chers. Et au niveau du prix, les gens parlent de prix très cher. L'homme le plus riche du monde en ce moment, c'est Bernard Arnault. Parce qu'il a du luxe. Et ça, c'est des business qui sont, comme ils disent, recession proof, quoi. C'est anti-récession. Et le business du luxe, ce n'est que ça. Ce n'est que créer de la valeur avec un prix. Complètement. Voilà. Je te dis, comme pour les bagnoles, tu as des caisses qui sortaient qui avaient rien d'extraordinaire, etc. Lamborghini fait énormément ça. Ouais, mais moi, regarde, j'aime bien Lamborghini, mais j'ai pas l'argent pour une Lambo, j'ai acheté une MG. Non, mais tu vois, Lambo, ils font des bagnoles, genre ils réinventent pas des moteurs ou autre, tu vois. Eux, en fait, ils changent un design de carrosserie qui leur coûte pas énormément. Sauf que la bagnole, ils vont en faire que 5. Ils pourront en faire 1000 s'ils veulent. Ils en font que 5. Et ils la vendent 10 fois le prix de ce que les autres valent. Oui, et en fait, ils ont même pas sorti. Un t-shirt à 2 euros, ils mettent Nike dessus. Ils ont même pas sorti la bagnole. Les 10 en bon de commande sont déjà achetés et sont revendus après aux enchères pour plus cher, alors que la caisse n'a même pas encore fait. Parce qu'en plus, ils font exprès de contrôler l'approvisionnement d'eau au robinet pour créer de la rareté. En plus, ça fait partie. Et c'est le prix. C'est le prix qui fait que la caisse devient en fait intéressante à posséder. C'est pas parce que en fait, tu veux, elle est rare qu'ils veulent la posséder. C'est vraiment le prix, tu vois. Et après, il y a aussi, il faut dire quand même une chose. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre un prix élevé dans tout ce qu'on fait. Et puis voilà, il faut que en gros. Les gens ils aient quand même l'impression de faire un hold-up. C'est-à-dire quand ils achètent, les gens ils disent qu'un iPhone c'est cher. Je peux vous assurer que inconsciemment, les gens quand ils se disent j'ai payé 1500 € mon téléphone, en réalité dans leur tête ils se disent j'ai fait une bonne affaire et ça en vaut 3000. Vu tout ce que je fais avec, ça vaut le double, triple. Sinon ce ne serait pas profitable. Tout le monde en a, surtout. Tous les gens disent ouais les iPhones c'est hyper cher, les gens ils dépensent des SMIC, tout le monde a un iPhone. Tout le monde a un iPhone parce qu'au final le produit il est incroyable. C'est le meilleur produit, c'est le produit du 21e siècle, hein, quoi qu'on en dise. Donc pour moi en fait c'est aussi faire des prix élevés, ça doit aussi pousser les entrepreneurs, les sociétés à faire un service ou un produit incroyable. Mais si on fait juste une aparté rapide là sur un petit peu le secteur bordelais, sur les salles de CrossFit, quand tu regardes que nous quand on est arrivé il y a 5-6 ans ici, le prix était quand même très très bas sur les box et que ça tue aussi le marché. Il ne faut pas oublier que si tu as, 10 entreprises qui se battent pour un marché sur un secteur, il y en a un qui dit bah moi mon domaine de compétitivité ça va être de faire un prix plus attractif, l'autre il se dit pareil, etc. C'est un nivellement par le bas. Après tu n'en as aucun qui peut fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait celui qui se dit moi j'ai pris moins cher et qui aura bah moi je vais prendre 600 adhérents, l'autre en face il est encore moins cher et au bout d'un moment c'est en fait ça. Oui puis surtout tu peux plus, c'est plus viable. C'est celui qui va réussir à survivre. Et quand tu auras plus les autres, là il pourra. Mais tu regardes ça a été la stratégie de pas mal de Basic Fit et de Fitness Park. Bah ils ont tué toutes les petites salles. Ouais mais par contre tu regardes que faut avoir ils ont dû avoir les reins solides avec beaucoup de fonds de pension parce qu'il y en a beaucoup après qui ont tourné à perte pendant des grosses phases. Mais justement, c'était une stratégie. Et que ça a été la stratégie en fait de tuer le marché. Parce qu'ils avaient les fonds. Faut avoir les fonds. Tout ce qui est LA Fitness et les gros global gym qu'on connaît, justement, moi je lis un bouquin là-dessus en ce moment. Ils ont eu cette stratégie-là à la base. Il y avait des fonds privés, des fonds d'investissement qui les avaient, et donc ils étaient à perte pendant 3-4 ans. Et encore une fois, pour s'imposer sur le marché. Et le problème, c'est quand tu fais un nivellement par le bas, comme tu as dit, tu deviens ce qu'on appelle une commodité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils regardent la tasse qui est là et une autre tasse, ils disent bon, c'est laquelle la moins chère, elle remplit la même fonction. Alors que quand les gens, ils regardent un iPhone et un Samsung, pour eux, c'est presque deux produits différents en fait. Tellement il y en a un qui s'est différencié de l'autre. Et pour moi, c'est aussi ça le but. Il ne faut pas non plus esquiver le fait de faire, encore une fois, un service et un produit qui déchire. Après, si on parle de vente, il faut aussi savoir justifier les prix, hein, parce qu'on parle de bundle, compagnie. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient faire de l'haltéro, il y a des assos d'haltéro, ça coûte 95 € l'année. Nous, s'ils viennent à Portcamp, c'est 95 € le mois en haltéro, mais tu as ta prog, quand tu viens t'entraîner en haltéro, tu peux être coaché 5 jours par semaine pendant 1h30 par Toko ou par mois, ou si tu viens sur les cours avec Alex, avec Morgane. Tu as accès au plateau en permanence, tu as du chauffage, tu as tous les trucs, et tu as des horaires qui sont larges. Tu as la communauté, si tu vas en compétition, tu es accompagné, donc tu as le bundle, mais ça, il faut réussir à le mettre en avant. Parce qu'il y en a qui vont juste te dire, bah, moi en fait, c'est combien 95 €? Ah bah moi c'était 100 € l'année dans mon club. Mais, ok, mais c'est pas pareil. On a fait une bonne digression business. Ouais. Tu vois qu'on a des problèmes. Non, c'est un plaisir dans le sport. C'est des sujets qui nous passionnent, donc c'est pour ça qu'on dérive un peu dessus à chaque fois. Ah, c'était le but, on savait qu'on n'allait pas parler 1 heure du plaisir dans le sport. Et donc là, on a parlé du plaisir à l'entraînement. Est-ce que toi, Louis, pour revenir là-dessus, parce qu'on repivote là-dessus, est-ce que toi,
je te pose la question toi parce que je sais que tu as beaucoup d'athlètes qui font de la compétition. Tu as des petites stratégies que tu mets en place pour garder du fun. Je sais que tu parlais là, dans le dernier podcast de faire des trucs en groupe. Est-ce que je sais pas, il y a d'autres choses, je parle dans ta manière de programmer, est-ce que tu as mis certains exercices? Ah oui, 100%. En gros, est-ce que tu as des petites stratégies comme ça? 100%. Les premiers trucs, c'est l'incorporation de variations dans un sport qui est monotone. Essayer de chercher le challenge tout le temps en modifiant les mouvements. Le deuxième, c'est la création d'un groupe. Donc même si c'est un sport individuel, on le fait en équipe. Et quand tu crées le groupe, de créer le challenge, gamification. Ça va arriver super souvent qu'ils aient la prog, ils arrivent le jour J, et que le jour J, il y a un petit changement et qu'on dise, en fait, tu mets un petit twist. On va monter là-dessus. Hier, les filles se sentaient bien, il y avait un combiné d'épaulés jetés pour tout le monde. Ouais, Celles qui se sentaient bien, en fait, on est monté en épaulés jetés à la fin, après le combiné, et ainsi de suite. Et après, ce qui fonctionne bien, c'est aussi les féliciter, entre guillemets. À chaque fois que je vais faire un post sur un athlète, sur la performance qu'il vient de réaliser, ça va les galvaniser, quoi. Ouais, ça les félicite indirectement, ça leur dit bravo à vous, et après mettre en place des trucs, ça c'est ce qu'on essaye de faire, les apéros ou autres, soit pour le crossfit, les training camps, créer quelque chose autour de l'entraînement. Je pense que le crossfit, ils ont peut-être un peu moins ça, parce qu'ils ont la possibilité de changer plus souvent de modalité, de discipline, de mouvement, etc. Enfin, tu le vois beaucoup dans le crossfit, hein, les gens. Oui, par exemple, ils font les watts de la boxe, puis ça les saoule, ils font une prog, puis après la prog ça les saoule, ils rebasculent sur autre chose. Donc je trouve que les crossfitters, en tout cas de mon expérience, même si ils sont sujets aussi au manque de plaisir d'entraînement, et on va y venir après au surentraînement, surtout surentraînement, je trouve qu'ils arrivent plus facilement à rester dans le plaisir de par la nature du sport. Est-ce que par contre tu es d'accord avec moi que les personnes en sortant de la salle qui disent « Oh trop bien la séance, aujourd'hui c'était top » quand tu leur demandes comment ça s'est passé, c'est ceux qui ont fait un truc à 3 ou 4 ou alors le WOD et qui étaient ensemble. Ça arrive rarement que quelqu'un sorte et dise ouais trop bien l'entraînement alors qu'il a fait son truc tout seul. À part les gens qui commencent un peu à se connaître, ou alors les gens qui découvrent le crossfit, parce que moi je l'ai vu encore cette semaine, et ces dernières semaines on a eu quelques nouveaux adhérents. Et c'est toujours plaisant de venir et de poser la question, alors t'as trouvé ça comment? Ça fait 2-3 fois que tu viens, tu te sens comment? Et dire c'est super fun. J'arrive à mieux manger. Ça surprend les gens, je pense qu'ils sont agréablement surpris. Donc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Regarde, par contre, regarde dans le monde de la muscu, ça n'existait pas. C'était un sport bodybuilding qui était hyper individualiste ils ont mis à la base. Et maintenant, tu vois dans le bodybuilding, les mecs ils vont à 4 ou 5 à la salle, c'est souvent des ados, TikTok, qui se tapent dessus pour faire des squats immondes ou des trucs, mais ils prennent du plaisir parce qu'ils sont ensemble. Après ils se mettent tous à poil dans le vestiaire et ils se caressent en prenant des photos. En vrai c'est une mode, ça a commencé aux États-Unis, en France t'en as plein. Tu regardes Corona Gym à Bordeaux, ce qu'ils font, ça fonctionne parce que c'est un groupe de potes. Leur discipline elle pourrait fonctionner aussi, mais si les mecs étaient chacun de leur côté, faisaient leur vidéo motivation, ils étaient tout seuls à s'entraîner, ça fonctionnerait moins bien. C'est le côté social de la chose. Oui, de toute façon, c'est que c'est un groupe de potes qui fait une activité ensemble. Ils jouent sur deux très gros leviers, c'est l'aspect communautaire et l'aspect esthétique, physique, regard de l'autre sur soi. Donc ça, c'est sûr que ça ce qui marche bien quand tu sors, quand t'as 20 ans, 22, 23 ans, tu veux juste être beau et costaud. Et tu veux avoir des potes. C'est ce qui fait le palier du coup à la performance. Quand tu regardes par rapport aux autres sports plus individuels, etc., le palier à la performance en fait qui est trouvé là-dedans à chaque fois, c'est le côté ludique, fun et social. Que tu as dans le CrossFit. Et après, si tu passes au niveau supérieur dans le bodybuilding, bien que ces mecs-là soient très solides, c'est des costauds, surtout pour leur âge, leur temps de pratique. Je peux rien dire, moi, mais quand tu passes le niveau d'après, quand tu deviens un Florian Poisson, et lui, je pense qu'il a plus la même notion de ludique à l'entraînement ou autre. À l'entraînement, ça revient du bodybuilding à l'ancienne, où il est tout seul avec son muscle en bossant et ça devient. Puis lui, c'est pas le même sport. Quand il est en prépa, je pense que tout est pénible. Donc tu vois, lui, vu qu'il est un peu plus loin sur l'aspect performance, l'aspect santé et l'aspect ludique, il va moins l'avoir que les mecs du Corona Gym. Mais pour revenir sur ce que tu disais avec le côté ludique dans le CrossFit, où les adhérents ils font la prog de la salle et puis après une prog annexe et puis après ils reviennent sur la prog de la salle, c'est je pense le point fort du CrossFit, c'est justement ça, c'est que sans forcément aller chercher du coup la gratification via la performance, qui est quand même complexe à avoir parce que faut du sérieux, de la régularité, etc. Et aujourd'hui, les personnes qui ont tous des emplois à temps plein, ils n'ont pas forcément la capacité horaire de s'y mettre à fond pour atteindre la performance. Tu as ce côté random et un peu interchangeable au niveau des programmations, etc. qui fait que tu peux facilement être toujours sur de la dopamine au niveau de ton plaisir à l'entraînement, tu vois. Moi, je vois les progs qu'on vend, etc. J'ai beaucoup de crossfitters qui font du crossfit depuis 2, 3, 4 ans et qui vont faire mes progs pendant, par exemple, 6 semaines ou même 2 mois, tu vois, qui reviennent après sur la prog de la salle et qui interchangent comme ça. Et en fait, même s'ils évoluent et qu'il y a un côté performance personnelle pour eux puisqu'ils progressent,
le moteur à chaque fois, c'est le côté un peu renouveau, changement, et qui permet de maintenir le point ludique, quoi. Ce qui compte de toute façon, c'est de voir les choses sur le temps long. Moi, je le dis tout le temps ces derniers temps. Ce qui compte, c'est de toujours être en train de bouger dans 15, 20, 30 ans, plutôt que de briller et d'être un ouf de l'entraînement pendant 3-4 ans et puis après de s'en dégoûter, quoi. Ça, c'est vraiment... Sauf si ton objectif c'est être champion du monde et que tu sais qu'à 30 ans Quand t'arrêtes. tu démarres un sport à 23 ans, tu peux pas avoir objectif, tu peux pas avoir pour objectif ça, quoi. C'est le piège de beaucoup de crossfitters qui n'ont jamais fait de sport, qui commencent c'est un peu trop fort. C'est le piège aussi de pas mal de bodybuilders, hein, qui se sont dit nique la santé, je fais tout pour aller Mister Olympia, et qui après ils sont guefflins. Hein. Non, mais après je pense qu'eux ils étaient conscients. Souvent ils disent moi, je veux pas mourir dans un cercueil petit, quoi. Oui. Je veux que mon cercueil soit gros. On peut faire salut à Rich. Rich Piana. Ah ouais, putain. La légende. Faut qu'on fasse une vidéo sur un peu pas sur Rich Piana, mais sur un peu les mecs qui nous inspirent au début. Un peu les légendes. C'était pas inspiration, c'était divertissement, ouais, inspiration. Bah oui, parce que moi j'avais voulu être comme Rich Piana. Moi non plus, mais c'était. On peut s'en sortir de 3 places, t'as Rich Piana, t'avais Pete Rubisch, Matt Fraser. Bon, on fera un podcast sur le sujet. Toutes les personnes qu'on suivait. Il y a eu parce que là maintenant le monde du fitness sur YouTube a une toute autre gueule que ce qu'il avait il y a 6-7 ans, et il y avait vraiment beaucoup moins d'acteurs, mais ils étaient incroyables. Il y avait des mecs qui étaient en avance sur leur époque, et puis ils avaient des gueules, des physiques et des machins. Piana, gros, c'était quand même trop drôle. Non, puis je trouve qu'à l'époque c'était presque... Il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc quand tu trouvais un mec qui te balançait ça, c'était incroyable. Et t'avais le côté aussi très américain aussi. Ah oui. Parce que t'avais américain, t'avais le bloc de l'Est aussi. Oui. Qui tapait comment il s'appelait celui qui est décédé il y a pas longtemps là, en deadlift. Ils meurent tous de toute façon. Ah oui. Qui est décédé il y a pas longtemps. C'était un mec qui faisait du soulevé de terre. C'était un pote de Koudaïarov, Koklaïev et compagnie. Moi, je me rappelle de la pub que tu m'avais dit. C'était quoi le truc? On avait fait des t-shirts à l'époque en plus avec ça. On pourrait refaire un t-shirt avec ça. Mutant Mass. Non, There is no reason to be alive. If you can't do deadlift. On pourrait refaire un t-shirt comme ça. Mettez-le dans les commentaires si vous voulez un t-shirt comme ça. C'était la montagne qui se l'est fait tatouer d'ailleurs, ça. Ouais, sur le tibia. Bah, sur le tibia. Faut savoir que c'est le tibia parce que sinon t'as l'impression que c'est sur la cuisse. Avant on était un peu des beaufs, quoi, mais on aimait bien. Moi je suis resté. Il est resté Keblo. Je suis resté, moi. Si ça vous va, si on bascule sur un peu le surentraînement. Ouais, vas-y, carrément. J'ai regardé par curiosité la définition même du surentraînement. Il y a 2 définitions sympas qui sont données, enfin sympas. Je préfère la deuxième que la première. La première, c'est l'incapacité de l'organisme à maintenir stable ou positif la balance adaptation entre fatigue et récupération. Alors, il est marqué entre parenthèses Israël 1976. Ils n'ont pas mis le mec, ils ont mis c'est Israël. Voilà, c'est Israël qui a défini ça. Et la deuxième, c'est le résultat d'un déséquilibre entre le volume ou l'intensité de l'entraînement et la récupération. Je trouve ça, elle est plus catchy, on comprend mieux. Je voulais savoir est-ce que vous rencontrez vous le surentraînement déjà d'un point de vue personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a impacté ces dernières années? Est-ce qu'il y a des périodes de votre vie où vous dites là en fait j'ai trop tiré et je regrette, mais bon maintenant il faudrait que j'essaie de gérer autrement, ou alors pour vous ça vous embête pas de flirter avec ça? J'en sais rien. Moi j'ai déjà eu 2-3 fois et maintenant j'arrive à identifier pour éviter d'aller dedans, parce que quand tu fais du réel surentraînement c'est compliqué de revenir, en tout cas je trouve. C'est pas un truc anodin, tu te dis bah là je suis en surentraînement, vas-y, je me fais une semaine tranquille de deload et ça revient. Le réel surentraînement, t'as quand même pas mal de conséquences, t'as le nerveux qui est down pendant longtemps. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, je me rappelle, c'est quand j'avais fait à l'époque, c'était quand j'étais à Stockholm, c'était il y a 7-8 ans, j'avais fait 2,60 au soulevé de terre, je sais pas si tu te rappelles. Et du coup, après sur les entraînements, sur les entraînements, du coup, après, je voulais tout le temps garder des barres hautes. Donc je m'entraînais tout le temps à 2,40 tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, je suis arrivé à la salle, je me rappelle, un soir, et je suis monté en charge, etc. Et 200, j'arrive pas à la décoller. Ça me mettait un shoot. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu, je crois, quasiment pendant 2 mois et demi, 3 mois, le nerveux qui chutait, et je pouvais rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, les barres descendaient en charge, et en plus, moi, l'impact que ça avait nerveux sur les barres, j'arrivais de moins en moins à soulever des charges loin. Et t'as un côté un petit peu aussi dépressif qui s'installe avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tout qui est en berne. C'est le vrai surentraînement, c'est ça. Et pour moi, le risque, c'est que, ça, on va pouvoir en parler un peu après, tu as pas mal de gens qui ne se rendent pas compte quand ça arrive. Et donc, du coup, pour moi, il faut essayer de flirter le moins possible avec ça. Et en tout cas, quand tu commences à avoir les premiers signaux, essayer, tu vois, de ménager la machine. C'est quoi pour toi les premiers signaux? Parce que moi, j'en ai... Perso, nous, tu vas le voir sur tes athlètes, pardon. Oui, après, moi, c'est même
ça rentre pas forcément exactement dans le cadre de ta définition, mais pour moi, la blessure, sans rentrer dans la kinésiophobie des gens qui ont peur de faire des mouvements ou autre, la blessure, ça peut être provoqué par un coup de malchance, mais il y a plein de blessures, c'est juste parce qu'il y a surentraînement. Si Marin, par exemple, hier, il a forcé sur sa séance alors qu'il se sentait tout raide ou autre, qu'il n'avait pas bien récupéré de son week-end, et ben pour moi, ça peut rentrer dans le cadre du surentraînement, où en fait, faut adapter la séance. Faut pas te pousser comme si tu étais en forme. Si tu n'es pas en forme, faut pas en rajouter ou autre. Donc, Parce toi, que tu vois le surentraînement, il y a un niveau micro, donc au quotidien, par rapport vraiment à ce qui s'est passé la veille, etc., et aussi sur une période. Sauf que ce micro accumulé, ça va faire du macro. macro. Ça fait du macro, ouais. Et après, tu as la définition musculaire, je pense, du surentraînement, c'est-à-dire dans les composantes plus élastiques, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'était des raids, etc. Sur mais sans parler des dégâts que tu as pu faire, tu as senti que tu étais après, tu as le nerveux. Après, tu as aussi le surentraînement bien sûr, sur la dynamique nerveuse. En parlant juste au niveau anatomique musculaire, hier, tu étais raide sur ton front track, tu as senti que les poignets et les coudes, vu que musculairement tu étais tendu, c'est les articulations qui prenaient. Et là, si tu t'écoutes pas là-dessus et que tu dis, bon, bah, je force quand même parce que ma proc dit ça, accumulé sur une semaine, sur un mois, sur 10 années d'entraînement, c'est comme ça que tu finis complètement esquinté. Moi, je l'ai vu sur des blessures, tu sais, quand je voulais faire les triplés là, de 40 en squat. T'étais pas bien pour les faire, tu t'es essayé quand même. Voilà, et j'ai eu la moitié de l'adducteur qui était en train de s'arracher avec c'est pour ça que les méthodes d'entraînement au RPE ou le VBT en mètres par seconde, tu travailles sur autre chose que des pourcentages, tu travailles à la forme du jour, ça peut être mieux. C'est pour ça qu'avec Toko, là en ce moment, il y en a qui ont du mal parce qu'ils viennent, on dit c'est des triplés en squat. Combien de pourcents? Non, en fait, c'est Toko et moi qui allons vous voir bouger. Et si on voit que c'est dur ou autre, désolé, mais lui à côté il sera à 90%, toi tu seras à 75%, tu seras frustré, mais tu n'auras pas le droit de monter. Et après, tu parles du côté nerveux, moi le truc que je repère le plus, c'est l'irritabilité à l'entraînement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, moi. Tout premier truc. C'est même pas pas l'état dépressif ou autre, c'est ceux qui tirent la gueule et qui se plaignent ou qui ratent une barre et qui se plaignent ou autre. En fait, il y a quelque chose qui est pas bon. Même l'état dépressif, moi je fais beaucoup de prévention à la salle. Vous voyez peut-être pas forcément parce que je le fais pas du tout côté haltéro parce que c'est pas mes athlètes et surtout je sais que l'haltéro, vous suivez une méthode, etc. Donc je vais avoir du mal à venir dire à la personne t'en fais trop alors qu'en fait elle est encadrée. Mais tu le vois quand même. Voilà, j'arrive à voir. Par contre, c'est vrai que côté CrossFit, je discute souvent. Dès que je vois quelqu'un qui fait un peu la tronche, je lui demande ça va. Et puis je pose un peu des questions par rapport au volume. Non, mais je demande toujours des questions par rapport au volume d'entraînement. Et on arrive vite à ce que la personne elle me dise bah là, j'ai fait plus que le pourcentage dit sur le truc parce que je me sentais bien. Et puis là, j'ai fait la prog de machin et la prog de machin. Puis j'ai fait le WOD avec les gars hier. Putain, c'est le WOD team. Et donc, du coup, moi je dis tout le temps. Mais est-ce que tu es d'accord que quand tu repères cet état, c'est pas qu'il en a trop fait? C'est qu'il en a trop fait et que du coup il a raté des trucs ou alors il s'est fait mal quelque part. Parce que quand quelqu'un en a trop fait mais que tout s'est bien passé, souvent il va pas avoir cet état de fatigue WOD, il sera toujours dans l'euphorie. C'est au moment où il va commencer à dire ouais mais par contre le dernier WOD j'ai eu du mal, j'ai bien réussi le premier. Sur ça. J'ai une anecdote avec Adrien qui maintenant vit aux États-Unis, un de nos adhérents, un bon pote à nous. Moi à chaque fois que mes potes arrivent à l'entraînement, je leur demande comment ça a été la journée, blablabla, je fais du small talk un peu comme on dit. Et lui, je vois qu'il fait un peu la gueule, qu'il est comme ça. Et je dis, ça va pas, gros. Il me fait, ça m'a cassé les couilles ce matin quand j'ai taffé. J'ai pas réussi à faire un truc sur mon taf. Et puis, du coup, j'ai mis un grand coup de pied dans mon meuble. Je dis, ah oui, ça va, ok, mais t'es pas. Et du coup, t'es pas bien à l'entraînement. Il me fait, non, là, on fait la Bulgare, là. Franchement, ça fait 2 semaines que je fais que des barres de merde. Franchement, ça me saoule. Je dis, mais t'es pas un peu en surentraînement? Il me fait, non, mais c'est juste en plus, j'ai mal dormi hier soir. Je fais. Du coup, si, je pense que t'es en surentraînement. T'es irrité, tu perds tes moyens, tu performes pas, tu dors pas. Voilà. Et en fait, il est revenu quelques jours après me dire, je pense que t'avais raison, j'étais un peu en surentraînement. Mais comme c'était la Bulgare et que c'était 2 fois par jour et blablabla. En fait, on n'y pense plus. Il est en France. Non, aussi parce qu'il le faisait avec d'autres athlètes ici et que les autres, ça allait. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, parce que pour le coup, tu l'avais Si, on lui a dit pendant 3 semaines d'arrêter. Ouais. On lui a dit pendant 3 semaines. Quand tu viens à la salle et que tu rates 80% et que tu t'énerves à chaque séance, il faut un coup de pompe dans la barre, il gueule ou autre, tu dis, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Après, comme athlète que j'ai vu aussi un peu flirter avec le surentraînement, c'est Antoine Tamy à l'époque où il faisait du crossfit quand on a fait le confinement ici. Donc vous avez vu les vlogs, tout le monde, où c'était. J'ai regardé là-bas comme si. Voilà. Donc vous avez regardé les vlogs. Il y avait bonne ambiance, tout ça. Et moi, je peux vous dire qu'Antoine, il avait des grosses frustrations, des grosses phases où il s'énervait. À se dire j'arrête ce sport, c'est de la merde, faire des émomes où en gros il est en train de respirer comme un mouton qu'on vient d'égorger à l'Aïd, enfin vraiment surtout à faire des séances. Il a fait, je me rappelle très bien, ça m'a marqué parce il avait ses semaines de deload et il avait de la deload complète, c'est-à-dire que pendant une semaine pas d'entraînement.
zéro. Et quand il faisait ça, il me disait je me sens mieux, etc. Enfin bref, tu vois, quand on arrive à ce stade-là de ne pas bouger pendant une semaine. Parce que Toko, dans la méthode, c'est ce qu'il explique, ce qu'il a pas vu en France, c'est qu'après une grosse compétition, l'achat, quand on l'a vu cet hiver, 3 semaines, zéro entraînement. Ouais. Et zéro entraînement, c'est pas je vais à la salle pour bouger, 3 semaines, zéro off. C'est Matt Fraser qui fait 1 mois off après les games. Matt Fraser, Matty Rogers, après ses JO, je crois qu'il avait fait 1 mois complet. Pas touché une barre, donc il avait fait un peu de gym, des trucs vu qu'il vient du tumbling. Mais par contre, zéro barre. Et après, en France, personne ne veut faire ça parce qu'on sait que quand on reprend, c'est trop dur. Mais t'as pas mal de gens après, dans le crossfit, moi je le vois, qui se mettent aussi dans le surentraînement. C'est-à-dire que quand il y a pas mal d'échecs ou de frustration sur le fait de ne pas y arriver, justement, ils essaient d'en faire plus. Ouais, voilà, ils pensent souvent que le vecteur de progression, c'est uniquement la quantité. Et donc du coup en fait la personne elle venait je sais pas 4 fois par semaine et puis elle se dit bah putain moi je suis nul en ce moment, j'arrive pas par exemple à faire tel ou tel mouvement ou autre, bah du coup je vais venir 6 fois par semaine et en fait t'as le côté frustration déjà de pas y arriver au démarrage, t'as le côté frustration deuxièmement qui va se pointer aussi parce que tu n'y arrivais pas au démarrage mais tu n'y arrives encore moins après parce que t'as l'accumulation de fatigue et que t'en fais plus, et en fait ça c'est des personnes qui se mettent aussi donc toutes seules dans le surentraînement. Donc, De toute façon, moi je suis convaincu. Alors après, j'ai aucune statistique, aucune étude sur laquelle m'appuyer, mais c'est mon ressenti personnel en empirique par rapport à mes années de pratique et de gérant de salle de sport. C'est qu'une grande majorité des gens, ils seront très très bien avec 3 à 4 entraînements par semaine d'une durée de 1 heure et ça suffira largement pour les faire progresser, pour les faire durer dans le temps, etc. Avec des périodes peut-être où ils peuvent un petit peu intensifier. Mais moi, je pense que pour la grande majorité des gens, ils peuvent s'en tenir à ça. Et surtout, je pense que ça, c'est durable. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans 10 ans et ils font toujours ça. Parce que j'allais dire aussi à l'inverse, il faut faire attention parce qu'on n'est pas en train de dire que le surentraînement, ça se pointe à chaque coin de rue. Mais tu as aussi l'inverse. Il y a des gens qui ont du mal à se faire aussi un peu violence. C'est rare dans une salle comme les nôtres, je trouve. Non, mais tu vois, par exemple, moi je le vois sur des trucs tout bêtes, mais sur des programmations, etc. Des personnes que je suis, les gens ils disent ah mais là oui mais là c'est dur, là je suis fatigué, ouais mais en fait on en revenait tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où tu veux aller plus sur un acte performance et que tu es dans l'axe ludique etc santé, t'es obligé de mettre un peu au détriment tu vois certains trucs. Oui mais après il y a des recommandations de volume sur la séance, il y a des recommandations de total. Si quelqu'un s'entraîne 2h15, désolé mais 2h15 c'est trop. Si t'es pas chargé avec ton entraînement fait 2h15, bah tu t'entraînes trop. Non puis il y a alors quand tu fais 8 exos. Quand on dit entraînement 2h15, c'est 2h15 à fond dedans. Parce que les personnes qui mettent 1 heure à s'échauffer, je vois Alex qui met 1 heure à s'échauffer ou moi qui met 1 heure à bien sûr, mais s'il y a un mec qui fait 9 exos dans sa séance, il est sur une charge, tu regardes la table de Prilpine en haltéro, c'est facile. Tu as Prilpine, tu sais qu'à 70%, dans le total de la séance, tu vas faire entre 16 et 24 reps, à 70%. Si jamais le mec il fait 50 reps entre 60 et 80%, mais en fait il est à côté de la plaque, donc ça va sauter et ce sera pas ouais mais je me sentais bien ou autre. C'est en fait il y a eu des études qui ont été faites sur la physiologie, si jamais tu dépasses et que tu fais le double de ce qui est prescrit, bah il y a un moment ça va péter. Et puis on en avait parlé il y a 2 podcasts, c'est que vos sports, il y a une intensité qui est quand même différente par exemple de moi ce que je peux avoir en gym où nous au début, la gym c'est traître parce qu'au début tu démarres, enfin c'est traître. C'est dur au début parce que tu démarres avec ton poids de corps, donc en soi c'est un énorme pourcentage quand on est débutant. Par contre, une fois que tu es intermédiaire ou avancé, tu ne travailles quasiment qu'avec ton poids de corps et en fait ça représente un pourcentage qui est dérisoire par rapport à ce qu'on peut avoir en haltéro. Du coup quand tu commences, il faut en faire moins. Et donc tu commences, il faut en faire moins et une fois que par contre tu es bien, je ne vais pas dire que la gym c'est qu'un sport de précision et de coordination parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais tu peux quand même dans ton entraînement avoir beaucoup de travail qui est lié à ça. Par exemple, moi quand je fais du handstand, le facteur limitant, ça va être mon poignet qui commence à chauffer. Et par contre, je peux faire. Imaginons que j'ai des poignets bioniques, je pourrais faire 3 heures de handstand. Oui, non, mais comme si tu fais du vélo, tu pourrais faire 6 heures de vélo par jour. C'est pas la même chose que de. Et donc, du coup, au niveau de la difficulté et de la douleur qu'on doit ressentir, c'est pas non plus la même chose qu'on cherche, quoi. D'ailleurs, je vois parce que dans le crossfit, les gens, ils ont l'habitude de se faire. Ou dans l'haltéro, ils ont l'habitude de se faire mal en termes d'intensité par rapport à se mettre un peu dans le rouge, etc. Et ça, moi, par exemple, je ne vais pas dire que je suis incapable de le faire, mais moi, je suis vraiment pas de mental là-dessus. Alors qu'en gym, en fait, c'est plutôt lié à la frustration d'essayer. Tu vois, tu es en train de faire un truc d'équilibre, là, comme on essaie d'empiler des piles d'objets pour que ça tienne, et puis ça tombe. Et puis tu refais, et puis ça tombe. Et en fait, la gym, il y a beaucoup de fois où le travail, c'est ça, en fait. C'est de la minutie. Et il y a des gens, par contre, je vois qu'ils sont moins à l'aise là-dessus, alors que moi, ça. Oui, dès qu'il y a un j'ai échec, l'habitude ça vouloir arrêter. Ce qui est dur entre CrossFit et haltéro là-dessus, c'est que le volume, c'est l'ennemi de l'explosivité. Et quand tu as quelqu'un qui s'entraîne trop, il va être lent tout le temps en haltéro. Et il y en a qui disent comment tu as des exos pour développer la vitesse, mais en fait le meilleur exo que tu pourrais faire pour développer la vitesse, c'est d'être moins lent
en permanence et de moins en faire. C'est pour ça qu'à l'approche des compétitions, sur les semaines d'affûtage ou autres, le volume, il y a quasiment plus de renfo. Il y a les séries de squats qui dépassent 3 reps, ça n'existe plus. Les séries d'haltéro qui dépassent 2 reps, ça n'existe plus. Et surtout, tu peux avoir 3 séries de travail en haltéro sur la charge. Et en fait, ton arraché, si tu comptes la montée en charge, ça te prend 15 ou 20 minutes grand max. C'est exactement ce que j'ai vu. Là, je me suis pris une prog d'un coach de gym finlandais ou danois, je sais plus, ou suédois, je sais plus. Mais voilà. Et en gros, c'est un programme de jambes. Et il dit forcément qu'en tant que gymnaste, il démarre, il fait We don't want mass. Donc, we don't want volume. En gros, pas de volume, pas de masse, mais on veut la vitesse. Et il dit on fait du squat de manière périodique, par contre, on n'excède jamais les 5 répétitions. Parce que 5, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et il dit on est plus justement entre 1 et 3, parce que nous, on veut garder la vélocité au maximum et le moins de volume possible. Donc, forcément, ça fait sens de rester sur la performance en gym aussi. Voilà. Donc, c'est sûr que là, pour conserver de la vitesse, vu le volume qu'ils font les crossfitters, et surtout si tu fais tout avec vitesse et explosivité, tu tiens pas, quoi. Vitesse. En tous les cas. De toute façon, si tu fais 15 reps avec explosivité, c'est plus de l'explosivité. Il y a un problème. C'est vrai. Et du coup, ce que j'ai vu aussi, là, je regardais les facteurs du surentraînement. Il y a, ce que tu disais, il y a la monotonie du contenu des entraînements. En gros, le fait de refaire tout le temps la même chose, peut-être même si c'est pas à haute intensité, tu penses que ça peut créer le surentraînement ? Ah oui, déjà psychologiquement, et après dans le crossfit, le fait que tu fasses des efforts sur le bas du corps, parfois le haut du corps, pas d'autres moments, sur une filière énergétique, sur une autre, ça fait que tu varies et que tu tapes moins. Je pense que tu es plus facilement en surentraînement si tu fais que des efforts de moins de 10 secondes en permanence toute la semaine, tout le temps, alors que si tu varies un petit peu tout, ton corps il peut s'adapter plus facilement. Moi, il y a un schéma que j'avais redessiné, que j'avais vu sur une vidéo YouTube de Elliot Hus, et j'ai même fait, je pense, une vidéo il y a très longtemps dessus sur YouTube. J'avais beaucoup aimé cette image, c'était la jarre. Oui. Et en gros, la jarre, ça représente un petit peu ta physiologie. Et en gros, il montre que tout est un stress pour ton corps. Et qu'en fait, il ne faut pas penser que à l'entraînement, que peut-être même l'entraînement, c'est la dernière chose à laquelle tu dois penser pour ne pas être en surentraînement, et penser à ce que tu fais au niveau nutritionnel, au niveau de ton sommeil, etc. Et qu'en fait, quelqu'un qui a 2 enfants en bas âge, qui travaille de nuit et qui a une alimentation pas terrible, en fait, il va tomber en surentraînement beaucoup plus vite avec un entraînement de rien du tout. Et que c'est ça aussi le gros problème quand tu veux déterminer si un athlète est en surentraînement ou pas. C'est qu'au-delà de voir par rapport au volume, c'est que tu n'as pas connaissance de tout ce qu'il fait dans sa vie. Et ça, moi, je pense que c'est une piste que les gens peuvent explorer quand ils ne se sentent pas bien. S'ils aiment vraiment s'entraîner, est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de... Je sais pas, j'ai une connerie, peut-être pas sortir aussi tard le samedi soir ou peut-être picoler un tout petit peu moins. Il y en a qui arrivent et qui font des barres de merde, ils disent je comprends pas, pourtant tout se passe bien à l'entraînement et en fait chez eux, la personne avec qui ils vivent leur casse les couilles à mort, donc ça joue aussi. Hein. Voilà, séparez-vous, faites si tu veux squatter lourd, sois seul. Demande le divorce. Oui, ou même l'inverse, des mecs qui se réveillent à 11h et jusqu'à 14h ils sont sur leur canapé, ils foutent rien. Si t'arrives dans un état léthargique à l'entraînement, c'est normal. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font, quand ils ont une prog, je vais vous poser la question parce que vraiment, moi, c'est pas forcément un truc que je ferais. Et j'ai l'impression que c'est plus parce que les gens, ils ont besoin que les trucs soient bien propres, bien alignés. Ils ont loupé une séance, ils ont loupé la séance 1, et en fait, ils arrivent à la séance 2, et il faut qu'ils fassent la séance 1 avant. Parce qu'ils ont l'impression que si... Alors, moi, après, je juge pas ça parce que franchement, moi, je suis maniaque dans plein de trucs, donc je pourrais le faire. Et genre... Moi, ça va faire les gens, mais quand je joue à un jeu vidéo, il faut que mon personnage ait fait toutes les quêtes subalternes et machin. Genre, je suis un baiser sur ça, mais je l'ai pas assez à l'entraînement, donc je peux comprendre. Moi, si quelqu'un rate une séance, il rate une séance. On la rattrape pas. Voilà, si t'es pas là le lundi, t'arrives le mardi, je fais la séance d'hier. Non, tu fais la séance comme tout le monde le mardi. Même si la séance est légère. C'est une connerie sans nom de se dire que tu vas pouvoir encaisser un volume de 2 jours sur au-delà de la connerie, je pense que c'est parce que les gens, ils pensent qu'une séance, ça a une incidence énorme et capitale sur leur progression. C'est comme les go muscu ou même nous à une époque, c'est quand les mecs qui font du volume à fond, qui sont tout le temps sur l'hypertrophie, ils vont en vacances, ils pensent que s'ils s'entraînent pas pendant une journée, les mecs ils vont tout perdre. C'est une connerie monumentale. Tu peux arrêter 15 jours. Mais alors à partir de quand ça devient dommageable? Parce qu'on dit rater une séance de temps en temps, mais parce qu'il y a peut-être aussi un moment où là ça commence à être problématique, quoi. Si c'est périodique, si j'ai quelqu'un qui vient et qui fait 4 séances par semaine au lieu de 5, c'est pas trop grave. Si par contre la première semaine il en fait 2, la semaine d'après il en fait 4, la semaine suivante 3, sur le cumul d'un mois, si la personne a 15 séances alors que l'autre à côté en a fait 22, il y a des chances que le volume ne soit pas suffisant. Le volume total de travail soit pas suffisant pour induire des réponses qui vont faire une progression.
Et puis je sais pas si vous l'avez ça aussi, des gens qui vous parlent de vos progs, ils disent j'ai fait le bloc 1, le bloc 2, mais j'ai pas le temps de faire le dernier bloc. Tu penses que c'est grave? Et en fait je me dis en fait j'ai pas envie de décrédibiliser mon travail, donc je dis j'ai envie de dire oui c'est bien de le faire quand même, mais dans la tête je dis c'est que ça joue de rien. En fait tu pourrais même C'est déjà bien que tu aies fait 2 blocs. Voilà, c'est déjà bien que tu aies fait 2 blocs, et en fait ce qui compte quelque part, on va revenir un peu au sujet de la dernière fois, c'est que tu t'entraînes régulièrement. Si tu veux faire les muscle up, ce qui compte c'est que tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 6 à 12 semaines, et à la limite quel que soit l'exercice que tu vas faire, tant que déjà tu es sur le... Enfin c'est quand même un peu exagéré ce que je dis, mais tant que le sujet principal de l'entraînement c'est le muscle up, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu mettras peut-être plus de temps, etc. Oui. Mais c'est... En fait, je pense que les gens, ils pensent qu'il y a une formule magique. Mais ça revient aussi. Non, mais je pense aussi qu'ils pensent trop que ça fonctionne qu'au mérite. Si tu en fais plus, tu mériteras plus. Alors qu'en fait, il y en a en altéro. Des athlètes comme ça. J'en ai qui écoutaient pas la pro, qui s'en rajoutaient autres. Parce qu'ils disaient, si je bosse autant que l'autre à côté, j'ai pas plus de mérite, j'ai pas plus progressé que lui. Et en fait, finalement, c'est celui qui en faisait moins qui progressait plus. Parce qu'on était arrivé au-dessus du maximum de volume récupérable. Et que du coup, il y a une des personnes qui arrivait à récupérer, qui revenait plus en forme la séance d'après. Et il y a l'autre qui en faisait trop, qui récupérait pas. Il faut travailler intelligemment et surtout de manière adaptée. Moi, Toko, hier, il est venu me voir après la séance d'haltéro. Parce que hier, par exemple, je te l'ai dit, j'étais hyper raide, etc. J'avais zéro mobilité. Et en fait, ça me saoulait un petit peu. Et en fait, il est venu me voir après, il m'a dit, mais... il faut que tu comprennes bien que par rapport aux autres personnes là qui s'entraînent avec toi, tu n'as pas la même corpulence et la même masse musculaire, etc. Donc il y en a pour qui ça va être le problème de progression, ça va être la force. Donc ils vont pouvoir travailler en rajoutant justement du volume, etc. Et il m'a dit, toi par exemple, c'est la mobilité. Et il dit, vu en plus tes antécédents sportifs, etc., ça va être plus long. Donc il faut que tu sois patient. Et quand tu vois que ça ne marche pas comme aujourd'hui, en fait, En fait, c'est pas le fait de pousser qui fait que ça va, justement, aller si mieux, tu ça va pousses, ranger, tu vas justement encore au contraire. plus te réduire, tu vas te faire mal au coude, la séance d'après tu auras encore mal au coude, tu vas la rater. Alors que si tu avais fait juste bouger un petit peu, 2 jours après tu serais revenu, tu aurais pu te faire ta séance. Ce que je t'ai dit hier, c'est une problématique qui n'est pas souvent rencontrée peut-être pas par les crossfitters et par les haltéros, ou peut-être simplement ils ne se posent pas la question. Et moi, comme je suis beaucoup d'équilibristes ou de gens qui font du yoga, où en gros, comme toi, c'était la force, la qualité physique que tu voulais développer, eux, c'est la mobilité et la souplesse. Et en fait, c'est lié à des facteurs nerveux. Et donc, il y a des fluctuations aussi. Tu as des mecs qui ont le grand écart à froid. Et il y a des moments, ce grand écart à froid, justement, ils ne l'ont pas spécialement à froid. C'est un peu plus dur. Tu parlais de Klokov qui le fait à froid. Klokov, il doit avoir des variations sur sa mobilité qui sont marquantes. Il y a des moments où il doit être hyper à l'aise, il sent qu'il peut descendre facilement, il peut avoir une position. J'ai dit à Marin, c'est un conseil pour ceux qui sont raides dans l'haltéro. Marin a dit, putain, mais hier j'ai fait 1 heure d'étirement passif et je suis raide. Moi, je lui ai dit, pour moi, le meilleur truc que tu puisses faire si tu veux préparer une séance que tu as l'après-midi, c'est le matin quand tu es là, quand tu ouvres la salle et que tu fais les trucs, tu te prends une barre à vide, tu te fais 30 répétitions en arraché debout, barre à vide, puis arraché demi-flexion, ainsi de suite. Quelques répétitions, tu bouges avec la barre, mais c'est plus bouger qui te fera du bien que t'étirer. Oui, et bouger longtemps avant l'entraînement. Moi, je sais que si je veux être bien en mobilité, si je le fais juste avant la séance, ça va pas aller. Par contre, si encore une fois le matin, comme a dit Louis, je bouge un peu, je fais un peu de ski erg, un peu de bike, et que je fais vraiment des tout petits étirements, la séance de l'après-midi, elle passe beaucoup mieux. Alors, je fais pas ça souvent parce que j'en ai pas besoin, mais ça m'est déjà arrivé de le faire et il y a vraiment une grosse différence. On a fait une vidéo sur Instagram avec The Power Institute où on traduisait un reportage russe. Et on faisait exactement pareil en Géorgie. Le matin au réveil, avant le petit-déj, on se faisait du... Activation. Ouais, mais pas activation, c'est qu'on allait bouger. Donc échauffement, soit on se faisait du dynamique, on allait dehors, on bougeait dans tous les sens, pas d'étirement passif. Soit on allait même dans la salle, on prenait une barre, on faisait un peu d'arraché force, un peu de good morning, un peu de back squat, on posait les barres, on allait prendre le petit-déj. Et 2 heures après, on avait la première séance. Et quand tu arrives sur ta première séance, tu te rends compte, tu te dis putain, ça fait une diff énorme. Là, moi j'ai un bike erg à la maison, je le fais pas tout le temps, mais je sais que le matin, si je peux, je me fais 15-20 minutes dessus, en zone 2. On est en endurance fondamentale, c'est le mot à la mode, zone 2. Zone 2. En endurance fondamentale, et je regarde mon téléphone, je fais des trucs, je réponds à des messages, et je sais que sur ma journée, c'est beaucoup mieux, quoi. Même ne serait-ce que quand tu arrives le matin. Du coup, le matin, il faut que je prenne une barre de la salle. Non, juste quand tu viens, tu t'entraînes jamais le matin. Donc quand tu viens le matin avant de manger, tu te fais. Non, mais ce serait même ne serait-ce que sortir le chien. C'est con, hein, mais franchement. Non, mais justement, sortir le chien. T'as vu comment il marche, Comment t'as vu comment il marche? Je titube. Non, mais tu fais comme les vidéos des Japonais de 90 ans qui font leur tai chi, tu le fais un peu plus dynamique tous les matins pendant 10 minutes. Dans le salon, tu avec fais mon des chien mouvements. dans les bras. Pas compliqué. Tu fais échauffement prof de PS. Tu te fais ça, tu bouges tes coudes, tu fais tes épaules. De toute façon, j'ai pas d'autre solution ou de piste de progression. Ouais, puis ça t'inquiète que je vais le faire. Hein. C'est pas la pire des choses à mettre en place. Non. Je pense que c'est plus facile d'être mobile que d'être fort.
Pas forcément, je suis pas d'accord. Bah, ça dépend à quel niveau de force tu veux. En fait, c'est toujours pareil. En fait, je te montre des Ouais, mecs. c'est sûr, je me demande Si tu veux être rentrer dans une valise, contorsionniste, Je te montrerai là juste après. T'as des contorsionnistes qui feront je te jamais, montrerai, qui feront t'as jamais des 200 squats et t'as des mecs qui s'entraîneront toute leur vie qui feront jamais un grand écart. Hein. Je te montrerai. Je pense que t'es. Tu sais, j'ai déjà vu des mecs dans des valises. Ouais, non, mais après, les contorsionnistes. Mais bah, par contre, pas vivants. Alors, en fait, les contorsionnistes, ils sont pas capables de développer de la force, particulièrement sur ces amplitudes-là. Moi, je vais te montrer je te montrerai juste après, quand on aura coupé la caméra. Des mecs qui font ça, et en plus, ils ont une barre dans les mains, ou ils font un truc où ils ont un poids au-dessus de la tête. Il y a un mec, tu devrais regarder, tu kifferais, il s'appelle Range of Strength. Ouais. Et c'est un mec qui fait que des trucs de powerlifting, mais avec des grands écarts et des Ça me machins. dit quelque chose, je crois. C'est un Tu m'as barbu déjà assez montré. costaud, lui, il est monstrueux. Il fait des Je trucs. m'as déjà montré celui-là. Il fait des trucs monstrueux. C'est pas le mec qui fait des strict Ouais, press Juji avec Mofu, un hein, grand c'était le écart, premier. un Même grand Juji écart. Mofu, tu vois. Juji Mofu, Oui. en soi. Ah bah c'est après Bah d'ailleurs, il y a. Alors, je sais pas s'il y en a énormément, mais je sais qu'il y a pas mal de bodybuilders qui ont le grand écart. Oui, qui sont très souples. Parce qu'en fait, au final, comme ils ont une facilité à développer de la fibre, ils ont aussi une facilité à les tirer. Et donc, ils ont des facilités pour ces Et trucs-là. puis on en avait parlé déjà sur un autre podcast, c'est que être fort, c'est être fort aussi sur un degré d'amplitude qui est important. C'est pour ça que j'adore le nom qu'il a sur Instagram, j'adore. Range of Strength, c'est un nom de ouf, je trouve ça super stylé. Ça veut tout dire en fait. Moi, j'ai vu tous les sujets que je voulais voir. Je sais pas s'il y avait un sujet que vous vouliez aborder pour terminer ou si on est Vous good. voulez qu'on parle des sables vite fait ou pas? Eh ben, il y a un nouveau drop qui va bientôt arriver sur les fringues. On n'a pas un stock monstrueux, donc ça peut partir assez vite. Sur le drop, je vais annoncer direct, on a le nouveau logo là qu'on a vu ensemble. Donc il y aura t-shirt. Je sais pas s'il y aura des. Tu pourras pas mettre de mock-up là dans. Non, pas encore. Podcast. Ce sera surprise. Il y aura Surprise. t-shirt. Ouais. Vous les verrez sur nous, de toute façon, on en a commandé ici, donc vous les verrez sur Toko, sur moi. Toko, il est perso, il a marqué coach dans le dos. Il y a la veste en jean. Il y a le casquette, parce que l'été arrive. Le casquette. Et donc on aura les cuissards. Qui ça aussi. Qui sont faits par l'entreprise qui faisait entre 2005 et 2010 les cuissards pour l'équipe polonaise et géorgienne. Donc c'est le mec qui nous les a cousus. C'est exclusif. Qui est où Pour l'haltéro en Pologne. Voilà. On en reçoit ici. On les vendra à la salle et c'est possible que The Power Institute, parce qu'on les fait en collab avec The Power Institute, les mette en vente sur le site. Donc vous pourrez les commander. Donc c'est des vêtements qui sont techniques. C'est cuissard avec une protection sur les cuisses. Comme ça, quand vous faites de l'épaulé ou de l'arraché, vous arrachez pas les cuisses. Et ceux qui ont l'habitude d'avoir des poils incarnés parce que ça frotte un peu trop, normalement ça devrait aller. J'ai l'impression d'avoir une équipe de football américain, moi maintenant, quand tu passes de Avec l'autre tous côté, les- avec toutes tout le les monde. tenues. Ouais, ils aiment bien en tout cas. Hein, ils portent que ça maintenant. T'as des jerseys aussi, qu'on est en train de voir si. sur la Ah, on faisabilité aimerait bien. aussi. Ça c'est Robin. Bah, j'ai chopé 2-3 refs, je vous montrerai. Voilà, sinon on a fait réasseoir des crop tops pour les filles parce qu'on nous avait demandé et ils sont un peu plus quali. Enfin, c'est les mêmes références qu'on avait à la salle, brodé, sauf, non sauf que c'est brodé au lieu Ouais. d'être imprimé. Pareil, les grands classiques, vu qu'on va terminer là, c'est cool pour nous si vous likez la vidéo, si vous laissez un commentaire. Le commentaire, posez-nous des questions par rapport à l'entrepreneuriat, au sport ou quoi que ce soit d'ailleurs. Faites Parce des- que nous, ça nous permet après d'avoir des sujets de podcast ou ce genre de choses. Et nous, ça nous fera plaisir Si de vous savez pas répondre quoi dire, mettez quand même un truc. Ça aide aussi. D'abord, ouais, Louis dit tout le temps mettez slip ou des trucs à la con comme ça. Non, mais Ça aide sur sinon, le référencement. sinon encore mieux, vous achetez un logiciel de montage et vous faites un short comme Osama Hamar Voilà. et comme ça vous nous. Il faut vous que nous- tu vous nous- racontes vous nous un relayez racontes un partout. mytho ou une. Voilà. Alors en fait, tu sais, l'histoire mais ceux qui connaissent les trucs de Oussama Hamar, il y a pas mal de parodies qui sont marrantes à regarder Ouais. là-dessus aussi. Ouais, le Et- mec il était à station-service et j'ai appelé son patron, je lui ai dit de me virer. S'il a touché la portière de ma voiture avec sa main. En plus, Allez. c'est vraiment ça. Allez, on est bon. On est nickel. bon. En espérant que le son vienne de là et pas de là-bas. Ouais, de toute façon, si le son Vous est- allez vite le savoir, vous le saurez avant qu'on dise si ça. c'est toujours pas bon, après, on a quand même des pistes d'amélioration sur le fait d'isoler un petit peu plus de manière sonore la pièce. Quoi. Il y a un rideau qui arrive, et tapis. On en parlait dès le début, il faut pas que le succès soit trop violent. On y Voilà, va petit à voilà. petit, on augmente le truc. Ah, ça va, Pour l'instant, on peut faire encore des bruits comme ça. On a lâché de la thune là. Voilà. Ralassez-nous un commentaire là pour la thune Voilà, lâchée voilà. pour le micro. Allez, salut à tous et puis à très bientôt. Salut YouTube.